Il y a très longtemps, une gigantesque météorite s'est écrasée sur la Terre avec une puissance destructrice épouvantable. Elle était plusieurs fois plus grosse que celle qui a anéanti les dinosaures il y a 65 millions d'années. Heureusement, il n'y avait pas de vie qui l'aurait pu emporter. Sinon cela aurait été une véritable catastrophe. Désormais, les scientifiques pensent qu'il a laissé derrière lui une énorme empreinte. Le massif cratère d'impact en Antarctique, qui est plus grand que l'ensemble de l'État de New York. L'endroit présente également une anomalie gravitationnelle à Wilkes Land. Au début, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'étrange lorsqu'ils ont mesuré la gravité de la Terre dans cette région. Un étrange trou de gravité ou une anomalie gravitationnelle négative. Plus tard, avec une meilleure technologie, ils ont découvert quelque chose d'encore plus étrange. Il y avait une anomalie gravitationnelle positive à l'intérieur de ce trou de gravité, un endroit avec une gravité plus forte. Ce type de structure, appelé un mascon, abréviation de concentration de masse, apparaît souvent dans des lieux où d'énormes roches spatiales, ou météorites, se sont écrasées sur une planète. Lorsqu'une météorite frappe avec suffisamment de force, elle traverse la croûte terrestre et secoue le manteau en dessous. Cela peut faire ressurgir la matière et laisser derrière elle un bouchon ultra dense, ce qui entraîne une gravité plus forte au centre même du cratère. C'est un peu comme un donut glacé, avec de la glace remplissant le vide et un centre dense s'élevant depuis en dessous. En 2018, des scientifiques ont utilisé des techniques de balayage avancées pour étudier et cartographier l'impact du météorite de Wilkes Land de manière plus détaillée que jamais auparavant. Ils ont constaté que ce n'était pas un cercle parfait, mais plutôt une forme en U, et la partie nord semblait avoir été brisée. Il est possible que cela se soit produit lorsque l'Australie s'est séparée de l'Antarctique il y a environ 35 millions d'années. Certains scientifiques pensent même qu'on peut encore voir des parties du cratère dans le sud de l'Australie aujourd'hui. Cet indice soutient également l'idée que le cratère géant sous l'Antarctique s'est formé avant que les continents ne se séparent. Il y a eu différentes idées sur ce qui a créé cette formation étrange. Certains ont dit qu'il pourrait s'agir d'un volcan, d'une vallée érodée, voire d'un bassin sédimentaire, c'est-à-dire un endroit où les sédiments s'accumulent sur des millions d'années. Mais de nombreux scientifiques croient maintenant que l'explication la plus probable est un impact météoritique massif. C'était peut-être l'un des plus grands à avoir jamais frappé la Terre. Une étude de 2015 a même estimé l'âge du cratère, car sa taille correspond au type de roches spatiales qui ont percuté la Terre entre 4,1 et 3,8 milliards d'années. L'impact météoritique de Wilkes Land était si puissant parce que le météore qui l'a causé pouvait avoir jusqu'à 48 km de large. C'est 4 à 5 fois plus large que le météore de Chicxulub, qui a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d'années. Même cette météorite était suffisante pour causer une destruction massive, avec des incendies de forêt, des pluies acides, des tsunamis et un effondrement climatique qui a anéanti environ 75% de toute vie existante. Ainsi, c'était une chance d'une certaine manière que la météorite qui nous a laissé le grand cratère sous l'Antarctique soit arrivée à une époque où il n'y avait que des microbes et pas de plantes ou d'animaux sur Terre. Elle n'a pas provoqué d'extinction massive ou laissé de charbon issu d'incendies anciens, mais elle a peut-être modifié la planète entière. Pourtant, les scientifiques n'ont pas encore classé le mystère de l'anomalie de Wilkes Land parmi les dossiers résolus. Étant donné que le cratère est enfoui profondément sous l'épaisse couche de glace de l'Antarctique, il est difficile de l'étudier de près. Les scientifiques disent que nous ne pouvons pas encore écarter les autres hypothèses. Mais si la théorie du météore était correcte, alors le cratère de Wilkes Land pourrait être le plus grand cratère d'impact connu sur Terre. Jusqu'à présent, ce titre appartient à un autre concurrent, le cratère de Vredefort en Afrique du Sud. Actuellement, le cratère fait environ 159 km de large, ce qui est énorme. Mais ce n'est pas aussi large que le cratère de Chicxulub au Mexique, qui mesure environ 180 km de large. Toutefois, le cratère de Vredefort était autrefois bien plus grand, mesurant environ 249 à 280 km de large, avant que le temps et l'érosion ne l'aient réduit. Cela signifie que même si l'impact de Chicxulub a été frappant, l'impact de Vredefort était probablement encore plus puissant, le plus grand que nous connaissons qui a frappé la Terre. Selon la dernière étude, cet astéroïde mesurait de 20 à 25 km de large et aurait pu frapper la Terre à une vitesse de 72 420 à 90 123 km/h. C'est important pour la science car connaître la véritable taille de cet impact nous aide à construire de meilleurs modèles pour comprendre la géologie de la Terre et comment les impacts géants façonnent les planètes, même
au-delà de la Terre. Mesurer les cratères anciens est vraiment compliqué. Pendant plus de 2 milliards d'années, l'érosion use les bords et de nouvelles roches se forment au-dessus du cratère. C'est ce qui est arrivé à Vredefort. Maintenant, seules de petites parties du rebord original du cratère sont visibles et le reste est caché sous de nouvelles couches de roches. Pour déterminer sa véritable taille, les scientifiques ont étudié des minéraux comme le quartz et le zircon trouvés autour du cratère. Ces minéraux présentent encore des fractures et des motifs de choc qui nous montrent la puissance de l'explosion. L'anomalie de Wilkes Land n'est pas le seul cas sur notre planète où la gravité agit de manière étrange. Pendant plus de 40 ans, les scientifiques ont tenté de résoudre un mystère étrange au Canada. Certaines parties du pays, en particulier autour de la baie d'Hudson, semblent avoir moins de gravité que le reste du monde. Cela signifie que si vous montiez sur une balance là-bas, vous pèseriez un tout petit peu moins que d'habitude. Les chercheurs ont d'abord découvert cette différence étrange dans les années 1960, lorsqu'ils cartographiaient la gravité terrestre. La gravité est liée à la masse. Plus il y a de masse, plus la gravité est forte. Et puisque la Terre n'a pas une forme parfaitement sphérique, mais est légèrement aplatie au pôle et bombée à l'équateur, il est logique que sa masse ne soit pas répartie uniformément. Donc, la première des deux principales théories pour expliquer le mystère de la baie d'Hudson concerne le magma. Oui, cette roche super chaude et visqueuse profondément enfouie sous la surface de notre planète. Le magma remue constamment, comme de la soupe en ébullition, dans un processus appelé convection. À mesure que ce magma se déplace, il peut entraîner avec lui des parties de la croûte terrestre. Cela allège la région, ce qui réduit la gravité. La deuxième idée concerne l'Inlandsys laurentidien, un glacier massif qui recouvrait une grande partie du Canada pendant la dernière période glaciaire. Cette glace atteignait jusqu'à 3,7 km d'épaisseur, dans certaines parties de la baie d'Hudson. C'est comme empiler 10 Empire State Buildings les uns sur les autres. Parce qu'elle était si lourde, la glace pressait le sol vers le bas comme un pouce sur une éponge. Bien que la calotte glaciaire ait fondu il y a environ 10 000 ans, le sol en dessous continue de remonter lentement. Un peu comme un matelas en mousse à mémoire de forme après que vous vous êtes levé. Cette lente remontée est appelée rebond post-glaciaire, et elle se produit à moins de 1,27 cm par an. Jusqu'à ce que la Terre se soit entièrement relevée, ce qui pourrait prendre encore 5000 ans, elle continuera d'avoir moins de masse, ce qui signifie moins de gravité. Ces deux théories sont correctes. Pour élucider cela, les scientifiques ont utilisé des satellites ultra avancés qui flottaient à environ 483 km au-dessus de la Terre pendant plusieurs années. Ces satellites volaient par paires et détectaient la distance qui les séparait lorsqu'ils passaient au-dessus de zones comme la baie d'Hudson pour mesurer de minuscules variations gravitationnelles. Lorsque le satellite avant passait au-dessus d'une zone de faible gravité, il déviait très légèrement et ce changement était enregistré. Grâce à cette recherche, les scientifiques ont créé des cartes détaillées montrant à quoi ressemblait la baie d'Hudson pendant l'ère glaciaire. Ils ont découvert deux énormes renflements sur les côtés ouest et est, là où la glace était la plus épaisse. Et ces emplacements exacts possèdent aujourd'hui la gravité la plus faible. Les effets de cela sont encore visibles. Et alors que le niveau de la mer monte dans la plupart des régions du monde, la terre autour de la baie d'Hudson s'élève si rapidement que les niveaux de la mer y sont en fait en baisse. Résoudre des mystères comme celui-ci, ou comme l'anomalie du cratère d'impact en Antarctique, offre aux scientifiques des perspectives incroyables sur le passé de notre planète. Et en comprenant comment les changements passés de température et de géologie ont affecté la Terre, les scientifiques peuvent prédire comment les activités humaines actuelles peuvent impacter notre avenir. Que fait un bateau au beau milieu du désert? On s'attendrait plutôt à retrouver un navire près des côtes. Cette question a préoccupé les archéologues pendant des décennies. En 1988, une tempête s'est abattue près de l'un des sites archéologiques majeurs de l'Égypte ancienne. Une structure en bois est alors apparue, dégagée des sables. Elle avait été rongée par les termites, mais les scientifiques étaient résolus à percer son mystère. En l'an 2000, les fouilles ont débuté à proximité d'Abydos, et une équipe d'experts américains a rapidement découvert un bateau de 21 mètres de long. Cependant, cette découverte n'était pas isolée, puisqu'ils ont mis au jour 14 autres embarcations, soigneusement alignées les unes à côté des autres. L'état de ces navires a rendu leur extraction complète impossible, mais, heureusement, le bois était suffisamment bien préservé pour y prélever un échantillon. Les analyses ont révélé que ces bateaux dataient d'environ 5000 ans, faisant ainsi de cette flotte la plus ancienne de l'histoire humaine connue à ce jour.
La période de leur construction remonte à 5 siècles, avant l'édification des pyramides de Gizeh. Chaque navire était abrité dans une chambre voûtée, parfaitement adaptée à ses dimensions. Cette pièce mesurait environ un tiers de la taille d'un court de tennis et était entourée de murs en briques de boue, ornés de plus de 120 représentations de bateaux. Ces dessins avaient été incisés sur des murs blanchis à la chaux, remarquablement préservés au fil du temps. Les scientifiques sont au fait de l'existence de ces chambres mystérieuses depuis plus d'un siècle, période durant laquelle un archéologue britannique, Arthur Weigall, a découvert une structure intrigante à l'ouest du Nil. Son équipe a eu un aperçu des murs intérieurs, mais une partie du toit s'est malheureusement effondrée, les contraignant à interrompre leur exploration. Bien que les chercheurs aient abandonné le site, son emplacement a continué d'être inscrit sur les cartes. La position des bateaux a d'abord amené les scientifiques à penser qu'ils se trouvaient sur une rive du Nil. Cependant, cette théorie présentait une faille. Actuellement, le fleuve s'écoule à près de 11 km à l'ouest d'Abydos. Des recherches supplémentaires sur le terrain environnant ont révélé que le Nil n'avait pas changé de cours au fil de l'histoire. De plus, si les bateaux avaient flotté près d'un quai, leur position aurait été instable. Or, les 14 embarcations découvertes à Abydos étaient parfaitement alignées les unes par rapport aux autres. Une seule conclusion pouvait être tirée de cette situation. Quelqu'un les avait délibérément disposées ainsi, ce qui impliquait un effort considérable. Chaque bateau pouvait accueillir jusqu'à 30 rameurs, prouvant ainsi qu'ils étaient adaptés à la navigation. Il ne s'agissait pas de simples maquettes, mais les chercheurs doivent encore déterminer s'ils ont effectivement navigué sur des étendues d'eau de l'Égypte ancienne. Cela n'enlève rien à l'importance de cette découverte. Auparavant, les archéologues n'avaient mis au jour que des modèles réduits. Dans le tombeau de Toutankhamon, par exemple, on dénombre 35 maquettes de bateaux. Et pendant une longue période, ces figurines constituaient les seules indications sur l'apparence des navires de l'Égypte ancienne. La conception de ces bateaux atteste de leur authenticité. Ils constituent les plus anciens exemples connus de ce que l'on appelle des bateaux construits. Dans l'Antiquité, les gens réalisèrent des embarcations primitives en creusant de grands troncs d'arbres, tandis que l'alternative consistait à assembler des roseaux pour former un radeau. Mais les bateaux découverts à Abydos étaient composés de planches attachées ensemble. Cette découverte a marqué une avancée significative dans le domaine de la construction navale. À leur époque, ces bateaux devaient être impressionnants, car le bois représentait une ressource précieuse. Dans le désert, il n'y avait pas de bois, et le cèdre devait être importé du Liban. Seul le pharaon pouvait se permettre un tel luxe. L'étude de la zone entourant l'ancienne flotte a également apporté des éclaircissements supplémentaires. Les scientifiques ont découvert une structure en briques de boue dédiée au culte du pharaon, et sa date de construction approximative coïncide avec celle des bateaux en bois. Les mêmes briques utilisées pour édifier ce bâtiment ont également servi à enfermer la flotte. Lors de leur construction, les salles qui les abritaient étaient dotées d'un plafond, une section que les archéologues ont mise au jour au début du XXe siècle. Tout comme les momies dans leurs sarcophages, ces magnifiques navires reposaient à l'intérieur de voûtes splendides. L'extérieur de ces salles était tout aussi impressionnant. À l'origine, les murs extérieurs étaient revêtus d'un enduit en calcaire blanc qui avait la capacité de réfléchir la lumière. Sous les rayons du soleil désertique, la structure abritant les bateaux devait resplendir à des kilomètres à la ronde. Les bâtisseurs égyptiens anciens ont employé la même méthode pour recouvrir les pyramides 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, leur surface apparaît en dents de scie, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lors de leur construction, les pyramides présentaient une fine couche supérieure de calcaire blanc, dont la surface lisse scintillait sous la lumière du soleil. Plutôt que d'avoir des marches, la couche extérieure des pyramides se présentait davantage comme une pente élégante. Les archéologues aussi se posaient une ultime question. À quel pharaon appartenait cette flotte? La réponse se trouvait à moins de 2 km du site, à l'emplacement du tombeau d'un pharaon de la 5e dynastie, le roi Sésostris III. La période et le style de construction de ce dernier coïncidaient avec ceux des chambres contenant les bateaux. La fin de son règne pourrait expliquer comment ces embarcations ont fini en plein désert. Il est probable que le pharaon soit mort dans le nord de l'Égypte, puis que son corps ait été transporté le long du Nil jusqu'à Abydos, dans une majestueuse procession de bateaux décorés. Les vaisseaux furent ensuite descendus dans des chambres situées près du lieu de dernier repos de leurs propriétaires, ce qui revêtait une signification symbolique. Dans la croyance des anciens Égyptiens, les navires occupaient une place centrale. Leur divinité suprême, le dieu Ré, parcourait le ciel durant la journée sous la forme du soleil, tandis que la nuit, il naviguait à travers le monde souterrain dans une barque solaire. Le pharaon s'identifiait à Ré, ce qui expliquait son besoin d'embarcation dans l'au-delà. Elle représentait le seul moyen de se régénérer.
tout comme le soleil se lève chaque jour à l'horizon. Cette croyance perdura pendant des millénaires. Un pharaon emblématique, Khéops, possédait également un navire, découvert par des scientifiques en 1954 à proximité de sa pyramide à Gizeh. Ce dernier est environ 4 siècles plus récent que la flotte d'Abydos, mais le bateau de Khéops était presque 2 fois plus long. La grande pyramide de Gizeh et le tombeau de Toutankhamon figurent parmi les découvertes archéologiques les plus célèbres d'Égypte. Pourtant, de nombreux secrets demeurent enfouis sous les sables infinis du Sahara. Récemment, en 2020, des archéologues ont mis au jour une ville perdue, qualifiée de plus importante découverte depuis celle du tombeau de Toutankhamon en 1922. La ville d'Aton, âgée d'environ 3000 ans, suscite l'espoir des historiens d'obtenir un aperçu de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. L'archéologue et égyptologue renommé Zahi Hawass a décrit ce site comme une cité d'or oubliée. Aton se situe à environ 500 km au sud du Caire, la capitale égyptienne, et se trouve à proximité de la célèbre vallée des rois. Les archéologues ont d'abord découvert des sections de murs en briques de boue qui s'étendaient dans toutes les directions. Puis, ils ont mis au jour des pièces complètes contenant des outils du quotidien. L'équipe de fouilles a également révélé une boulangerie, un quartier résidentiel et un district administratif, tous datant de l'époque où la civilisation égyptienne était à son apogée. Ils ont également été les pionniers dans la fabrication d'objets en fer. En 1911, des scientifiques ont découvert un ensemble de perles en fer près du village d'El Gerzeh en Basse-Égypte. Ces perles représentent les plus anciens artefacts en fer connus à ce jour. Cette découverte est proprement fascinante, car les anciens les ont créées en martelant un morceau de météorite. Ces 9 perles faisaient autrefois partie d'un collier élaboré. Aujourd'hui, elles sont corrodées et noircies, ce qui est parfaitement normal pour un bijou datant de plus de 5000 ans. Composées d'un alliage de fer et de nickel, ces perles témoignent du savoir-faire exceptionnel des anciens bijoutiers. Leur habileté est d'autant plus remarquable qu'ils ignoraient l'origine stellaire du matériau utilisé. La pyramide de Khéops présente également une caractéristique remarquable. Tu te trouves en Afrique. Ici, la faune et la flore sont uniques, foyer d'une grande variété de cultures et de langues. Surtout, l'Afrique abrite le plus grand désert chaud du monde, le Sahara. Il fait jour et tu as soif d'eau et d'ombre. Tu marches depuis des jours à la recherche d'une de ces précieuses oasis. Tu sens que tu es proche, mais l'horizon ne cesse de s'étendre et de se prolonger. Ton esprit est fatigué et ton corps souffre vraiment de la chaleur. C'est comme si tu avais mangé une assiette entière de piment et encore plus, à en juger par la quantité de sueur que tu transpires. Et quand je dis chaud, je veux dire 38 degrés Celsius en moyenne. Pas étonnant que cela se produise. Après tout, tu te trouves dans le désert le plus chaud du monde. Je dis désert chaud, car les plus grands paysages désertiques sont en fait des paysages froids, situés en Antarctique et en Arctique. Le désert glacé de l'Antarctique fait plus ou moins la taille d'1 million de lacs. Oui, je parle bien de l'aéroport international de Los Angeles. Le désert arctique est juste un peu plus petit que ça. Au cas où tu ne le saurais pas, le désert du Sahara est situé en Afrique du Nord et s'étend de l'océan Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Il occupe une superficie suffisante pour placer environ 100 000 parcs à thème de Disney World côte à côte. Selon les scientifiques, ces frontières sont en train de s'étendre. Les déserts se forment généralement dans les régions subtropicales, en raison de ce que l'on appelle la circulation de Hadley. L'air monte à l'équateur et descend dans les régions subtropicales. Cette circulation d'air a un effet asséchant qui favorise la formation de paysages désertiques. Depuis les années 1920, on estime que le Sahara s'est étendu de plus de 10%. Comment cela se produit-il ? Eh bien, commençons par le début. Tu sais probablement que le désert du Sahara est l'un des endroits les plus inhospitaliers du monde de nos jours. Pour info, pour qu'un endroit soit considéré comme un désert, il doit recevoir moins de 10 cm de pluie par an. En raison de ce très faible indice de précipitation, les déserts sont traditionnellement des endroits secs et arides. Il y a peu d'humidité dans l'air et les températures diurnes peuvent atteindre 54 degrés Celsius. En général, il n'y a pas beaucoup de vie animale et végétale à cause du manque d'eau. Mais dans le cas du Sahara, cela n'a pas toujours été le cas. Il peut être difficile d'imaginer l'Afrique du Nord sans les tonnes de sable qu'elle possède aujourd'hui. Mais il y a environ 20 000 ans, le Sahara était en fait une grande oasis. Des découvertes récentes montrent des preuves évidentes de ce que les scientifiques appellent désormais le Sahara vert.
Au milieu des années 1800, un explorateur allemand qui traversait le Sahara a découvert des peintures et des gravures que des artistes nomades avaient laissées derrière eux. Ce qu'il a vu dans ces peintures ne ressemblait en rien à ce qui l'entourait réellement. Au lieu d'un paysage aride avec seulement des chameaux et une végétation désertique, les peintures rupestres représentaient des animaux de la jungle tels que des girafes et des hippopotames. Il y avait même des images de bétail et d'animaux de pâturage comme des bovins et des moutons, ce qui semble impossible pour le Sahara d'aujourd'hui. Les artistes dessinent généralement ce qu'ils voient autour d'eux. C'est pourquoi cette découverte a vraiment intrigué l'explorateur allemand. Les dessins étaient si précis que les artistes ont dû avoir un contact étroit avec ces animaux. On peut trouver cet art rupestre dans toute la partie nord du continent africain, du Sahara occidental à l'Arabie saoudite. Les géologues se sont rapidement intéressés eux aussi à cette question et ont trouvé les premiers indices que cela pouvait signifier. Ils ont pu confirmer qu'en fait, l'Afrique du Nord était autrefois beaucoup plus humide. Ils ont trouvé des preuves dans les sédiments des eaux profondes au large des côtes de la Mauritanie. Des carottes de sable et de boue sous-marine, également connues sous le nom de couches d'air saharien, ont montré aux géologues qu'en fait, un Sahara vert était possible. Plus la poussière s'échappe du désert et se dépose au fond de l'océan, plus le climat de la région est sec. Les carottes de sédiments montrent qu'il y avait beaucoup moins de poussière, 2 fois moins, en provenance d'Afrique du Nord pendant la période humide. Cette période est liée au cycle naturel de la Terre. Normalement, la Terre tourne selon une inclinaison de 23,5 degrés. Mais cet angle n'est pas constant et change au fil du temps. L'inclinaison de la Terre est responsable de la quantité de lumière que reçoit chaque hémisphère. Elle affecte plusieurs fonctions de l'écosystème de la planète. À l'époque du Sahara vert, la Terre recevait entre 4 et 8% de plus de lumière solaire qu'aujourd'hui. Ainsi, lorsque la Terre s'est inclinée il y a environ 20 000 ans, l'hémisphère nord a reçu plus de lumière solaire directe, ce qui a affecté les niveaux d'humidité dans la région. Le réchauffement de l'hémisphère nord a eu une incidence sur le fonctionnement des moussons, plus particulièrement la mousson d'Afrique de l'Ouest. Les moussons sont des systèmes de vent qui affectent l'indice de précipitation et les niveaux d'humidité d'une région. Lorsqu'une partie du globe se réchauffe, cela permet à davantage d'air de s'élever. Il se combine avec le vent pour attirer l'humidité dans l'atmosphère. Petit à petit, l'Afrique du Nord est également devenue plus humide. Cette humidité supplémentaire a rendu le Sahara si irrigué qu'il y avait de véritables étendues d'eau dans la région. Avec la croissance de la végétation, les plantes ont mieux retenu l'humidité que le sable nu. Il existe des preuves de l'existence de bassins naturels dans tout le Sahara et de lacs si grands qu'ils pourraient y contenir tous les grands lacs des États-Unis. Les archéologues ont découvert des preuves de l'existence de communautés dynamiques dans ce qui est aujourd'hui une zone aride. Apparemment, les cultures anciennes ont su tirer pleinement parti de la période humide de l'Afrique. Selon les chercheurs, la population humaine a atteint son apogée dans le Sahara il y a environ 9000 ans. On trouve des traces de foyers, d'outils de chasse, d'hameçons et même de monticules d'eau de poissons. Les archives montrent qu'il y a eu plus de 230 périodes vertes sur une période de 8 millions d'années. Le rayonnement solaire change constamment en raison des cycles orbitaux naturels. C'est pourquoi la Terre assistera très certainement à un autre épisode de Sahara vert. Cela pourrait être dans des milliers d'années, certes, mais cela arrivera. De la même manière que le Sahara deviendra vert, il deviendra aussi de nouveau jaune. Disons-le comme ça pour résumer. Il suffira d'une inclinaison axiale importante et de quelques années de réajustement. Cependant, un autre phénomène retient actuellement l'attention des scientifiques. Des études récentes de la National Science Foundation, menées par l'Université du Maryland, montrent que le Sahara s'est étendu de 10% au cours des 90 dernières années. Ce phénomène se dénomme désertification, ce qui signifie littéralement que les terres fertiles se transforment en terres désertiques. Le désert du Sahara progresse désormais dans la région semi-aride du Sahel. En 1950, cette région comptait 31 millions d'habitants. Aujourd'hui, sa population dépasse les 100 millions d'habitants. Cette croissance démographique rapide a largement contribué à l'expansion du Sahara. Les agriculteurs, autrefois nomades, ont commencé à se sédentariser. L'utilisation des terres s'est intensifiée, ce qui a contribué à affaiblir le sol. La demande de nourriture a entraîné une surexploitation des terres, de sorte qu'une part encore plus grande de celle-ci s'est transformée en désert. L'étude montre également que les cycles climatiques naturels peuvent affecter les précipitations dans le Sahara et le Sahel. Les scientifiques affirment que tous les déserts fluctuent, et pas seulement le Sahara. La frontière d'un désert peut s'étendre pendant l'hiver sec et se contracter durant l'été plus humide. Au sud du Sahara se trouve le bassin du Tchad. Il s'agit d'une étendue d'eau naturelle qui sert désormais d'indicateur de l'expansion du Sahara. Le bassin du Tchad est situé dans la région où le Sahara progresse vers le sud.
Un expert en atmosphère et en océan de l'Université du Maryland explique que les précipitations ont fortement diminué dans toute la région. En raison de la réduction des précipitations, il y a moins d'eau dans tout le bassin, et même le lac Tchad s'assèche. Tout comme le Sahara, le désert d'Atacama au Chili, réputé le plus sec du monde, est également en expansion. Il est situé au nord de la ville de Santiago, et sa frontière sud s'étend vers la capitale chilienne. Le climat devient de plus en plus sec ici, et la ville de Santiago risque de devenir elle-même une région aride ou semi-aride. Les vallées autrefois fertiles des rivières locales, qui ont vécu de l'agriculture et de l'élevage pendant de nombreuses générations, perdent leurs revenus à mesure que la terre chilienne se transforme en désert. Depuis 2010, Santiago a reçu seulement un tiers de ses précipitations habituelles. En dehors de la ville, les agriculteurs creusent des trous à la recherche de l'or bleu, c'est-à-dire tout simplement l'eau. La situation ici est très similaire à celle du Sahel. Alors dis-moi, as-tu été aussi surpris que moi de découvrir ce qui se passe dans la région sahélienne? N'hésite pas à partager dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà vu des balles de cricket âgées de 3 milliards d'années? Les sphères de Klerksdorp, découvertes dans des dépôts de pyrophilites en Afrique du Sud, ont secoué la communauté scientifique. Elles ressemblent en effet à de petites balles de cricket anciennes, avec des lignes similaires à des coutures autour du milieu. Dans les années 80, certains ont prétendu que ces sphères avaient été fabriquées par une civilisation antédiluvienne dont nous ignorions tout. Un conservateur de musée a même raconté qu'elles tournaient d'elles-mêmes dans leurs vitrines. Et une émission de télévision a également invité un voyant qui affirmait que ces sphères étaient les fragments d'un ancien vaisseau spatial. Mais selon les géologues, ces sphères sont en fait des concrétions assez courantes, ou des objets sphériques formés à partir de minéraux différents de ceux de la roche environnante. Ces lignes semblables à des coutures ne sont que les empreintes des couches de la roche d'origine accumulées au fil du temps. Les sphères de Klerksdorp présentent différentes formes, allant de sphères légèrement aplaties à des disques distincts. Concernant l'épisode où l'une de ces sphères aurait tourné d'elle-même, le conservateur du musée de Klerksdorp a également apporté une clarification. Il a expliqué que lorsqu'il avait placé l'une des sphères en vitrine lors de la visite d'un journaliste, cette dernière avait légèrement pivoté en raison de sa forme. De plus, la région où se trouve le musée subit fréquemment des secousses dues aux activités minières à proximité. Les empreintes de pas humanoïdes les plus anciennes pourraient n'en pas dater de 6 millions d'années. Elles ont été découvertes sur l'île de Crète en 2002. Si cette datation est correcte, cela signifierait que les ancêtres des premiers humains auraient pu migrer entre l'Europe et l'Afrique beaucoup plus tôt que nous ne le pensions auparavant. Cela ne remet pas en cause l'Afrique en tant que berceau de l'humanité, mais pourrait simplement prouver que nos ancêtres primitifs se déplaçaient déjà entre les continents. Certains chercheurs pensent que ces empreintes auraient été laissées par une créature bipède, possiblement liée à un ancêtre humain surnommé El Greco. D'après les scientifiques qui les ont étudiées, ces empreintes présentent une forme très similaire à celle de l'homme, avec 5 orteils et un gros orteil parallèle. Toutefois, certains demeurent sceptiques et suggèrent que ces empreintes appartiendraient plutôt à un singe européen tardif. Une nouvelle étude a analysé des micro-organismes marins fossilisés dans les roches sédimentaires pour dater ces empreintes et confirmer qu'elles remontent effectivement à 6 millions d'années. La prochaine découverte fascinante qui captive les scientifiques est le pot de Dorchester. Ce récipient de métal, magnifiquement façonné, est orné de motifs géométriques élaborés en argent. Découvert à Dorchester, quelle surprise, en 1852, dans des circonstances plutôt inhabituelles, le pot s'est brisé en 2 morceaux lors d'une puissante explosion. Les scientifiques pensent qu'il était à l'origine encastré dans une roche ou un bloc connu sous le nom de poudingue. La roche d'où provient le pot de Dorchester date d'environ 500 millions d'années, ce qui pourrait indiquer que le pot lui-même est tout aussi ancien. Toutefois, la théorie actuelle, et bien moins excitante, suggère que le pot de Dorchester ne serait qu'un bougeoir de l'époque victorienne. Ces objets étaient très en vogue à l'époque. Il n'est donc guère surprenant de retrouver un article aussi sophistiqué de cette période. Le pot de Dorchester appartient à la catégorie des objets manufacturés incongrus. Ce sont des objets qui semblent bien trop avancés pour l'époque à laquelle ils sont censés appartenir. Si nous acceptons que le pot ait 500 millions d'années, cela signifie que son créateur était très en avance sur son temps en termes d'artisanat et de technologie.
Un mystère supplémentaire est que le pot porte la gravure d'une plante probablement disparue de la Terre il y a plus de 100 000 ans, renforçant l'hypothèse de son incroyable ancienneté. Enfin, il semble que la plus ancienne carte d'Europe soit une pierre vieille de 4000 ans. Cette dalle de l'âge du bronze, découverte en France en 1900 dans un ancien cimetière, présente des gravures représentant en 3 dimensions le réseau du fleuve Odet, et ce avec une précision remarquable d'environ 80% sur une distance de 29 km. Il existe d'autres cartes gravées dans la pierre à travers le monde, mais celle-ci est unique, car elle représente une zone spécifique à l'échelle. Les gravures de la dalle ne cartographient pas seulement les rivières et les collines, mais aussi les peuplements, les tumulus et les systèmes agraires. Les archéologues affirment que cette dalle n'était pas utilisée pour se repérer, mais plutôt pour symboliser un certain pouvoir. Les marques détaillées qui s'y trouvent auraient pu servir à représenter le domaine de la tribu dominante afin d'illustrer son contrôle sur le territoire. Lorsque leur chef a perdu le pouvoir, cette dalle a probablement été réutilisée comme partie d'une chambre funéraire. Cet artefact unique était conservé dans la cave d'un musée et pendant des décennies, il est resté inaperçu jusqu'à ce que plusieurs chercheurs, en lisant d'anciens rapports à son sujet, décident de l'examiner. Ils ont mené une analyse détaillée en utilisant des techniques 3D. Leurs recherches ont ainsi prouvé que les créateurs de cette dalle avaient non seulement gravé des lignes dans la roche, mais aussi modifié sa surface pour refléter avec une grande précision la topographie du paysage. Le cube de Salzbourg, également connu sous le nom de fer de Wolfsegg, a été découvert à la fin du XIXe siècle en Autriche. Ne vous laissez pas tromper par son nom, car il ne ressemble pas du tout à un cube. C'est plutôt un objet arrondi avec 2 côtés plats. Au milieu se trouve une rainure, et sa surface est couverte de fossettes et de cratères. Cette apparence unique a conduit beaucoup de monde à penser qu'il pourrait s'agir d'un objet extraterrestre. Des ouvriers ont accidentellement découvert cet artefact en faisant éclater une veine de charbon estimée à plus de 60 millions d'années. Le cube de Salzbourg a été déplacé entre différents musées, a mystérieusement disparu au début du XXe siècle, puis a finalement réapparu. Un professeur de l'université de Bonn a suggéré qu'il pourrait provenir d'une météorite. Cependant, aucune trace d'éléments normalement présents dans les météorites, comme le cobalt ou le nickel, n'a été trouvée. Les chercheurs ont ensuite pensé qu'il pouvait s'agir d'un objet fabriqué par l'homme, un bougeoir de l'époque victorienne, qui sait. Personne ne connaît la véritable histoire de ce cube, pas plus que son emplacement actuel. Eh oui, il a de nouveau disparu. Avez-vous entendu parler de l'empreinte de Meister ? Il s'agit d'une empreinte de sandales fossilisées découverte en 1968 qui a suscité énormément d'intrigues. Un trilobite se trouve à l'intérieur de l'empreinte. Or, ces créatures sont censées avoir disparu environ 500 millions d'années avant l'apparition de l'homme. Cependant, de nombreux historiens pensent que cette datation est exagérée. Lorsque Meister a découvert le fossile, celui-ci a été authentifié. Toutefois, le scientifique qui a procédé à cette authentification n'a pas confirmé qu'il s'agissait d'une empreinte de sandales humaines. Il a seulement reconnu la présence d'un trilobite. Un autre scientifique, en visitant le site, a découvert une empreinte de 15 cm qu'il pensait être celle d'un mocassin d'enfant, bien que ses chaussures aient semblé neuves. Alors, pourrait-il s'agir d'une trace de voyage temporel, d'un signe que les humains existaient des millions d'années plus tôt que nous ne le pensions, ou d'une preuve que quelqu'un d'autre a visité notre Terre primitive ? Ou peut-être est-ce simplement une formation rocheuse qui ressemble à une trace de sandales ? Toutes ces questions demeurent sans réponse. En juin 1936, un couple se promenait le long de Red Creek à London, au Texas, lorsqu'ils ont découvert quelque chose d'inhabituel. Un morceau de bois émergeant d'une ancienne formation rocheuse. Environ 10 ans plus tard, leur fils curieux décida de briser la roche pour voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Il découvrit alors un marteau qui semblait étonnamment moderne. Par la suite, un passionné d'objets insolites estima que la roche enveloppant le marteau datait de la période du Crétacé. Cela signifierait que quelqu'un aurait laissé tomber un marteau du 19e siècle à une époque où des dinosaures comme le Triceratops étaient encore présents sur Terre. Si ce marteau datait réellement du Crétacé, cela remettrait en cause toute la théorie de l'évolution. Mais si ce marteau était moderne, cela signifierait que la formation rocheuse d'où il provenait était beaucoup plus récente que nous ne le pensions. Bienvenue à Rapa Nui, mieux connu sous le nom d'île de Pâques. C'est un point minuscule dans l'immensité de l'océan Pacifique, situé à 3500 km des côtes chiliennes. Cette île est surtout célèbre pour ses imposantes statues Moai.
Ce lieu abrite également l'un des systèmes d'écriture les plus énigmatiques au monde, connu sous le nom de Rongorongo. Nous avons mis au jour 27 petites tablettes en bois portant ce script. Pendant des années, les historiens ont débattu de l'authenticité et de l'histoire de ces dernières. Et à présent, nous sommes peut-être sur le point de percer leur mystère. L'homme a posé le pied sur cette île pour la première fois au XIIe siècle. Pendant de nombreuses décennies, elle a été habitée par le peuple Rapa Nui, relativement isolé au cœur de l'océan Pacifique, jusqu'à l'irruption des Européens dans les années 1720. Avec eux sont arrivés une multitude de défis, réduisant drastiquement la population autochtone à une fraction de ce qu'elle était. Par la suite, au XIXe siècle, le missionnaire Eugène Hérault a visité l'île et y a déniché des tablettes en bois ornées de symboles complexes. Il les a décrites comme extraordinaires et affirmé qu'il y en avait des centaines disséminées sur toute l'île, présentes dans chaque demeure. Mais hélas, toutes n'ont pas survécu jusqu'à ce jour. Seules 27 d'entre elles ont été préservées. Certaines étaient érodées par le temps, brûlées ou autrement endommagées. Aujourd'hui, elles sont dispersées à travers le monde, exposées dans des musées et conservées dans des collections privées. Certains vestiges de cette langue ont été ramenés à Tahiti, puis en Europe, ne laissant rien sur l'île de Pâques elle-même. Les 4 tablettes sacrées ont terminé dans une congrégation catholique à Rome. Ce sont celles-là même qui ont participé à cette récente découverte. Depuis des années, les historiens se demandent si ce système d'écriture a été développé indépendamment par les habitants de l'île ou s'ils l'ont emprunté aux Européens. Pour élucider ce mystère, ils ont eu recours à la datation au carbone 14. Tous les matériaux organiques, tels que le bois, le charbon et autres, renferment une infime quantité d'une forme radioactive de carbone, appelée carbone 14. À la fin de leur vie, ils cessent d'absorber du carbone 14, et la quantité présente commence à se désintégrer avec le temps. En mesurant la quantité de carbone 14 restant dans un échantillon, nous pouvons estimer son âge. Cette méthode nous a permis de déterminer l'âge de nombreux fossiles et artefacts. C'est ainsi qu'on a étudié l'âge de certaines tablettes Rongorongo. 3 d'entre elles avaient été fabriquées à partir d'arbres cultivés au XVIIIe ou XIXe siècle, correspondant ainsi à l'arrivée des Européens. Cependant, l'une d'entre elles est antérieure à leur première visite sur l'île. 2 éléments suggèrent que le peuple Rapa Nui a lui-même créé le système d'écriture Rongorongo. Tout d'abord, il présente des caractéristiques distinctes des langues européennes. Son décodage s'avère une tâche ardue, avec plus de 400 glyphes uniques, aucun ne ressemblant à un système d'écriture connu. De nombreuses tentatives ont été entreprises pour en percer les secrets, sans succès jusqu'à présent. Deuxièmement, l'une des tablettes semble remonter au XVe siècle, avant l'arrivée des Européens. Cependant, la datation au radiocarbone ne nous renseigne que sur la période où le bois de la tablette a été coupé, et non sur la période où l'écriture a été gravée dessus. Et puisque nous n'avons qu'une seule tablette pour référence, nous ne disposons pas de suffisamment de preuves pour affirmer quoi que ce soit. D'un autre côté, pourquoi les habitants de l'île auraient-ils conservé du bois coupé pendant plus de 200 ans, juste pour l'attraper un beau jour et écrire dessus? Les anthropologues et les historiens suggèrent que la chose est plausible. La rareté des ressources aurait pu pousser les insulaires à recycler du bois flottant ancien, qui pourrait dater de plusieurs siècles avant l'apparition de l'écriture elle-même. Ce phénomène est connu en archéologie sous le nom de problème du vieux bois. De plus, la tablette semble très bien conservée. Elle a été entretenue pour la protéger des insectes qui endommagent le bois et de l'humidité. C'est pourquoi elle a survécu au fil des siècles. Quoi qu'il soit écrit dessus, il est probable que cela ait revêtu une grande importance pour le peuple Rapa Nui. Tout cela n'est que pure conjecture, mais les scientifiques demeurent prudemment optimistes. Ils envisagent la possibilité que le Rongorongo soit l'un des rares exemples d'invention indépendante de l'écriture, à l'instar de celle des Sumériens ou des Égyptiens. Mais nous avons besoin de plus de preuves. En langue Rapa Nui, Rogorogo se traduit par réciter ou déclamer. Tout le monde ne pouvait pas écrire, seules quelques personnes triées sur le volet. Il est probable que seule l'élite de l'île de Pâques, principalement des hommes, ait possédé la connaissance de cette langue écrite. Après la colonisation, aucun d'eux n'a subsisté, et nous sommes maintenant confrontés à la tâche de déchiffrer ces inscriptions. Tout d'abord, les chercheurs ne parviennent pas à s'accorder sur la nature de ce système scriptural. Nous ne pouvons même pas confirmer s'il s'agit de leur langue d'origine. Et quand bien même, nous ignorons s'il s'agit d'une forme primitive d'écriture ou d'un système entièrement développé. Dans les années 90, un linguiste du nom de Stephen Roger Fisher
pensait avoir décrypté la structure du Rongo-Rongo. Selon lui, ces tablettes traitaient de cosmogonies. Les cosmogonies sont récits qui exposent la genèse de l'univers ainsi que l'émergence des phénomènes naturels. Ils sont souvent enracinés dans les traditions et les cultures anciennes, telles que celles présentes en Polynésie orientale. Les tablettes pourraient potentiellement aborder des sujets tels que les origines du monde, la source de toute existence, et la formation des divers éléments de la nature, tels que les étoiles ou les montagnes. Cela expliquerait également pourquoi seule une élite instruite pouvait écrire. Fisher avançait que le Rongo-Rongo était une combinaison de systèmes logographiques et sémasiographiques, ce qui implique que certains symboles représentaient des mots parlés, tandis que d'autres dénotaient des idées ou des concepts. Toutefois, les déchiffrer serait extrêmement complexe et nécessiterait une compréhension approfondie du contexte, car ces symboles agissent davantage comme des indices que comme des expressions complètes. Cependant, d'autres linguistes ont contesté ces propositions, arguant qu'il existait des lacunes dans la manière dont il avait formulé sa théorie. Hélas, Fisher n'a pas été en mesure de corroborer son hypothèse. Il est possible que ces inscriptions ne soient que des dessins. Lorsque nous examinons les tablettes, certaines figures semblent familières, des êtres humains, des animaux, des plantes et des formes géométriques. On reconnaît des oiseaux, l'un d'eux ressemblant à une frégate, une espèce associée au dieu Mekmek par les habitants de Rapa Nui. Il y a aussi des poissons, des mille-pattes, ou du moins ces glyphes leur ressemblent. Se pourrait-il que ces inscriptions ne soient que de l'art ou une forme de décoration? Peut-être, mais il y a quelques problèmes. Les glyphes exhibent un niveau élevé de complexité et de structure. De plus, ils conservent un style cohérent. Par exemple, plusieurs symboles dépeignent ce qui semble être un humain avec une main levée, la seule variation étant les différentes têtes représentées. Comme si ce n'était pas assez compliqué, ce style d'écriture singulier utilise également un système appelé boustrophédon inversé. Cela signifie que chaque ligne alternée est inversée, créant un motif à nul autre pareil. Nous ignorons pourquoi ils opteraient pour cette pratique consistant à retourner la tablette après chaque ligne. Tout cela suggère qu'ils avaient mis en place un système et une organisation derrière ces symboles. De plus, il semble qu'ils utilisaient ces tablettes quotidiennement à des fins pratiques. Mais il y a de l'espoir pour l'avenir. Les progrès technologiques récents, tels que l'IA et d'autres programmes informatiques, pourraient assister notre compréhension des langues anciennes. Nous avons déjà entrepris le développement d'algorithmes qui pourraient nous aider à percer d'autres mystères, comme celui du manuscrit de Voynich. Des universitaires ont même organisé le Vesuvius Challenge, un concours d'apprentissage automatique qui, en 2023, a résolu l'énigme des anciens rouleaux d'Herculanum. Ces rouleaux avaient été ensevelis sous la boue volcanique après l'éruption du mont Vésuve en 79 après JC. En raison de leur extrême fragilité, le déchiffrement de ces rouleaux aurait été une... Nous sommes tous fascinés par les licornes, ces créatures mythiques renommées pour leur beauté enchanteresse. Vous visualisez probablement un cheval blanc arborant une corne torsadée sur le front. Et il n'est pas rare d'imaginer un arc-en-ciel flottant dans les environs. Toutefois, d'où provient cette représentation? Et surtout, a-t-elle une part de vérité? Eh bien, oui et non. Partons de l'origine, le nom. Issu du latin unicornis, il signifie littéralement « une seule corne ». De nos jours, un seul animal terrestre correspond à cette description, le rhinocéros. Le nom grec de la licorne, monocéros, se traduit également par « une seule corne », ce qui confirme la logique. Pourtant, n'associe-t-on pas généralement la licorne à un cheval? Il semble donc nécessaire de faire appel à la science pour élucider ce mystère. Des chercheurs ont exhumé le crâne d'une créature qui pourrait bien être une authentique licorne, ayant foulé notre planète il y a environ 30 000 ans, l'Elasmotherium sibiricum. Cet animal ressemblait à un rhinocéros massif et velu, bien loin de l'image gracieuse de la licorne que nous connaissons aujourd'hui. Il pesait environ 2 fois le poids d'une girafe et se nourrissait principalement d'herbes. Beaucoup d'herbes. Cependant, le crâne découvert en Asie centrale a révélé un autre fait surprenant. L'âge de cet animal. Les recherches antérieures avaient suggéré que l'espèce s'était éteinte il y a 350 000 ans, excluant ainsi toute coexistence avec nos ancêtres. Pourtant, la datation du crâne indique une époque bien plus récente, il y a environ 29 000 ans, une période où les humains étaient déjà présents sur Terre. C'est ainsi que la légende a pris forme. Imaginez-vous en humain préhistorique, venant d'apercevoir une licorne. Que feriez-vous? Il n'y a pas de smartphone pour immortaliser cette rencontre. La solution serait sans doute de la représenter sur les parois d'une grotte, et certaines de ses œuvres nous sont parvenues.
À Lascaux, en Dordogne, une peinture montre un animal qui semble n'avoir qu'une seule corne, dans la célèbre salle des taureaux. Tandis que tous les autres animaux exhibent 2 cornes ondulées, cette créature énigmatique et tachetée arbore 2 lignes sur la tête. Ces lignes doubles pourraient-elles figurer une corne unique? Est-ce la fameuse licorne? Peut-être. Cette fresque est surnommée le panneau de la licorne. Mais les représentations de licornes ne se limitent pas aux peintures rupestres. Dans la vallée de l'Indus, des archéologues ont mis au jour divers sceaux ornés d'un animal mythique portant une seule corne. Les auteurs grecs de l'Antiquité croyant que les licornes vivaient en Inde, une région qui, à leurs yeux, demeurait exotique. Bien que les Grecs anciens n'aient jamais observé de licorne, ils en ont fait une description étonnamment précise et sont même allés jusqu'à noter que sa chair avait un goût amer. Mais s'agissait-il d'un cheval ou d'un rhinocéros? Ni l'un ni l'autre. À leurs yeux, la licorne ressemblait davantage à un âne. Allez comprendre. Dans la mythologie chinoise, on trouve une créature semblable, appelée Qilin. Son nom, qui se traduit par « mâle-femelle » en français, décrit un animal dont les caractéristiques évoquent celles d'une licorne. Une corne unique sur le front, une queue de bœuf et un corps de cerf. Comme l'ancien rhinocéros d'Asie centrale, il se nourrit d'herbes. Lorsque la première girafe vivante fut présentée à l'empereur Ming en 1414, on la compara à une licorne. Toutefois, le souverain conclut que l'animal ne pouvait être cette créature mythique. La légende persista néanmoins dans cette partie du monde. D'ailleurs, le terme japonais moderne pour girafe, kirin, dérive du chinois désignant cette créature mythologique. Les Perses évoquaient également l'existence des licornes, comme en témoigne une représentation de la créature dans leur ancienne capitale de Persépolis. Cependant, celle-ci arbore 2 grandes ailes, une particularité intrigante. Les Perses, eux non plus, n'avaient jamais vu de licorne de leurs propres yeux. Ils l'imaginaient comme une créature provenant d'un monde surnaturel. Et c'est cet écart avec la réalité qui alimente encore notre fascination pour les licornes aujourd'hui. On retrouve des références à ces créatures dans les écrits d'Aristote et même de Jules César, qui rapportait que des animaux semblables à des licornes se cachaient dans les forêts de Germanie. L'image que nous avons de la licorne aujourd'hui n'a émergé qu'à partir du Moyen-Âge, peu avant la Renaissance. À l'époque, les gens débordèrent d'imagination et les licornes figuraient souvent dans les enluminures. D'après les anciens scribes, cet animal était redoutable, et son principal adversaire n'était autre que l'éléphant. Les gens du Moyen-Âge vouaient un profond respect à cette créature qu'ils n'avaient pourtant jamais vue. Considérée comme agile et farouche, elle devait être traquée. Mais comment attirer une licorne? Avec le charme d'une belle jeune fille, pardi. Cela peut paraître cocasse de nos jours. Mais il ne faut pas oublier que le Moyen-Âge était une période singulière. À l'époque, les médecins soignaient leurs patients à l'aide de sangsues. C'était un contexte parfait pour voir naître le mythe de la licorne. L'histoire prend une tournure encore plus rocambolesque. Une jeune demoiselle s'aventurait dans la forêt, et lorsqu'une licorne la remarquait, elle venait se blottir contre ses genoux. Une fois l'animal endormi, des chasseurs surgissaient pour le capturer et le présenter au roi. Mais pourquoi la licorne suscitait-elle tant d'admiration en Europe? C'était avant tout en raison de sa corne, à laquelle on attribuait des vertus magiques. Elle aurait été capable de détecter le poison dans les aliments, et une fois réduite en poudre, elle aurait même eu le pouvoir de blanchir les dents. Ce n'était là qu'une partie des qualités merveilleuses qui entouraient la corne de licorne. Ce folklore était si présent que, lorsqu'il n'était pas possible d'obtenir de véritables licornes, les gens se rabattaient sur une solution de secours, les cornes de narval. Ces cétacés possèdent une longue dent en forme de défense qui sort de leur bouche. En Angleterre, la licorne symbolisait quelque chose de parfaitement insaisissable. Au XVIe et XVIIe siècle, elle en vint à incarner l'imagination, et c'est à cette époque que l'arc-en-ciel fut associé à cette créature fantastique. Les Victoriens furent les premiers à établir ce lien. La licorne fit sa première apparition dans la littérature fantastique avec le roman de 1871, De l'autre côté du miroir, destiné à de jeunes lecteurs. Cet ouvrage, qui faisait suite à l'œuvre plus connue de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, fit de la licorne un symbole d'espoir et de pureté. Il n'existait toutefois aucun témoignage d'observation de licorne qui ait été vérifié scientifiquement. En 1663, un savant allemand, Otto von Guericke, affirma avoir découvert un squelette de licorne. L'histoire semblait trop belle pour être vraie, et c'était effectivement le cas. Ce squelette avait été assemblé à partir d'ossements de divers animaux, dans le but de faire croire à l'existence de la créature.
Ce faux est aujourd'hui exposé au musée d'histoire naturelle de Magdebourg, en Allemagne. Pourtant, cela n'a pas découragé les gens qui continuaient à rechercher des licornes où qu'ils aillent. Au XXe siècle, un explorateur britannique fit la découverte d'une nouvelle espèce en Afrique, caractérisée par une petite bosse sur le coin de la tête. Le public la surnomma la licorne africaine. Cependant, il s'agissait en réalité d'un okapi, un animal plus proche du girafon, bien que sa partie arrière ressemble à celle d'un zèbre, et que sa tête évoque celle d'un cerf. Malgré son apparence singulière, l'okapi n'avait rien de commun avec l'insaisissable licorne. En 1991, un nouveau rapport d'observation défraya la chronique, lorsqu'un biologiste autrichien déclara avoir aperçu une licorne dans une forêt allemande, perpétuant ainsi le mythe selon lequel ces créatures vivraient dans des bois enchantés. Toutefois, l'absence totale de preuves tangibles posait problème. Certains historiens vont même jusqu'à affirmer que les licornes n'ont jamais existé et seraient le fruit d'une interprétation erronée des peintures rupestres, qui pourraient en réalité représenter des animaux à deux cornes vus de profil. Après tout, il n'est pas aisé de donner de la profondeur à une image en 2 dimensions. Mais en 2013, le mot licorne fit son retour, non pas pour désigner l'animal, mais pour illustrer un concept économique. Aileen Lee, une investisseuse américaine en capital risque, employa ce terme pour qualifier les startups dont la valorisation dépassait le milliard de dollars, jugeant ces entreprises aussi rares que l'animal légendaire. Il n'en existe qu'un millier dans le monde, parmi lesquels on retrouve la célèbre compagnie SpaceX. D'intrigantes bulles de plasma semblent flotter autour des pyramides de Gizeh. Bien que cela puisse paraître étrange, clarifions immédiatement une chose. Il n'y a rien ici de surnaturel ni d'extraterrestre. Les bulles de plasma représentent des anomalies atmosphériques qui prennent naissance dans une couche spécifique de l'atmosphère terrestre appelée ionosphère. Cette enveloppe invisible entoure notre planète et s'étend sur une altitude approximative de 80 à 650 km, frôlant la limite de l'espace. Dans cette région, le Soleil, véritable fourneau céleste, chauffe les gaz et les transforme en particules électriquement chargées que l'on nomme plasma. Voici l'aspect captivant. Pendant la nuit, notamment près de l'équateur, ces particules subissent des perturbations. Lorsque certaines d'entre elles disparaissent simultanément en grande quantité, cela donne naissance à une bulle de plasma. Imaginez une vaste poche où le plasma est absent ou fortement réduit. Cependant, pour mériter l'appellation de bulle de plasma, le phénomène doit se manifester à une échelle considérable, avoisinant généralement les 100 km de diamètre. Si vous envisagez déjà un voyage en Égypte, jumelles en main pour inspecter les sommets des pyramides, sachez que ces bulles de plasma sont invisibles à l'œil nu. Elles se forment bien au-dessus de nos têtes. Hors de portée de notre vue, les scientifiques doivent recourir à des instruments spécialisés, tels que le radar ionosphérique de haute latitude, l'ARID, pour les détecter. Cet équipement de pointe permet d'étudier en temps réel le déplacement et la formation des bulles de plasma, un processus qui peut, par ailleurs, être déclenché par des tempêtes solaires. Cela nous conduit à novembre 2023, moment où une tempête solaire remarquable s'est produite. Sur une échelle de gravité allant de 1 à 5, cet événement a été classé G3, correspondant à une intensité forte. Les tempêtes solaires résultent des taches solaires, des zones plus sombres et plus fraîches à la surface du Soleil, qui émettent d'intenses bouffées d'énergie dans l'espace. Ces éruptions ont engendré plusieurs tempêtes géomagnétiques sur Terre. Bien que cela puisse évoquer des scénarios catastrophiques, l'impact sur notre quotidien a été relativement limité. En réalité, ce fut une excellente nouvelle pour les passionnés d'astronomie, car la tempête solaire a donné naissance à des aurores spectaculaires, visibles jusqu'en Grèce et en Turquie. Cependant, cette tempête particulière de 2023 a également entraîné une autre conséquence remarquable. Elle a produit la plus grande bulle de plasma jamais enregistrée par le LARID. Ce phénomène, d'une ampleur inédite, s'étendait sur des régions aussi reculées que les pyramides d'Égypte et les îles Midway dans l'océan Pacifique. Une telle distance est impressionnante, et ce phénomène représente un enjeu crucial pour la science. Les bulles de plasma posent en effet une menace croissante pour les technologies modernes. Selon les experts, elles peuvent perturber les communications satellitaires et les systèmes de navigation GPS. Ainsi, si vous utilisez Google Maps ou Waze et qu'ils perdent soudainement votre localisation, une bulle de plasma pourrait en être la cause.
Nous comprenons donc désormais ce qui se passe avec ces bulles détectées au-dessus des pyramides de Gizeh. Cependant, les mystères ne s'arrêtent pas là. L'intérieur de la pyramide de Khéops révèle des phénomènes encore plus intrigants. Il semblerait qu'elle possède la capacité de concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Il y a quelques années, une équipe de chercheurs a voulu étudier ce phénomène en exposant cette architecture ancienne à des ondes radio. Ces ondes, semblables à celles utilisées par nos téléphones mais beaucoup plus longues, atteignent jusqu'à 600 mètres. Ne pouvant bombarder directement la pyramide avec ces ondes, les scientifiques ont opté pour une alternative plus pratique, la modélisation informatique. Grâce à ces simulations, les chercheurs ont mis au jour une découverte stupéfiante. La Grande Pyramide est capable de concentrer l'énergie électromagnétique non seulement dans ses chambres internes, mais aussi sous sa base, là où se situe une chambre inachevée. Par concentré, il faut comprendre quelque chose comme emprisonné. Prenons un exemple. Lorsque vous criez dans une grotte, vous entendez votre voix en écho. Les ondes sonores ne se dissipent pas immédiatement. Elles rebondissent et se focalisent. De la même manière, quand des ondes radio touchent la pyramide, elles ne se contentent pas de la traverser ou de l'éviter. Elles sont absorbées, rebondissent, puis se concentrent à l'intérieur et sous la pyramide. La liste des mystères entourant les pyramides égyptiennes ne s'arrête pas là. À l'intérieur de la Grande Pyramide, un long passage étroit conduit à ce qu'on appelle la chambre du roi. Située au cœur même de la structure, cette pièce est supposée avoir abrité la dépouille du pharaon Khéops, le souverain à l'origine de cette construction, dont le règne remonte à plus de 4000 ans. Lorsque l'on pénètre dans la chambre du roi, deux éléments frappent immédiatement: l'acoustique remarquable du lieu et sa structure massive, intégralement revêtue de granit rouge. Ces deux caractéristiques semblent désormais reliées selon les conclusions de certains scientifiques. En effet, ils suggèrent que la chambre du roi pourrait capter ou amplifier l'énergie sonore provenant des autres parties de la pyramide. Autrement dit, cette salle aurait été spécifiquement conçue pour intensifier le son d'une manière unique à l'intérieur de l'édifice. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont réalisé une expérience en chantant dans la chambre de la reine, située juste en dessous de la chambre du roi. Le résultat fut surprenant. La musique n'était pas perceptible dans les pièces souterraines inférieures, mais résonnait de façon claire et puissante dans la chambre du roi. Une hypothèse pour expliquer ce phénomène repose sur le type de pierre utilisé dans la chambre du roi, le granit rose. Ce matériau est reconnu pour ses propriétés piézoélectriques, ce qui signifie qu'il peut absorber l'énergie de son environnement, comme les vibrations sonores, et la transformer en énergie électrique. Cela implique que l'acoustique particulière de la chambre ne dépend pas seulement de sa forme, mais aussi du rôle actif joué par le granit dans l'amplification et la concentration des ondes sonores. Ces découvertes, selon les scientifiques, ouvrent de nouvelles perspectives de recherche sur les potentialités de la pyramide. Les anciens Égyptiens auraient-ils été capables d'exploiter l'énergie produite par les ondes sonores ou les vibrations naturelles de la Terre? Bien que cela puisse sembler improbable, les propriétés piézoélectriques du granit, bien documentées par la science moderne, rendent cette hypothèse plausible. Peut-être n'avons-nous fait qu'effleurer les véritables capacités des pyramides. Et si cela ne suffisait pas, d'autres éléments intrigants méritent notre attention, notamment l'emplacement parfait des pyramides. Il semble que leur constructeur ait aligné la pyramide de Khéops sur les points cardinaux, avec une précision quasi parfaite par rapport aux directions nord, sud, est et ouest. De nombreuses théories existent sur la manière dont ils ont accompli cet exploit. Mais une étude suggère qu'ils auraient utilisé l'équinoxe d'automne pour s'assurer de cet alignement. Lors de l'équinoxe, le soleil se lève et se couche précisément à l'est et à l'ouest, ce qui aurait grandement simplifié la tâche des bâtisseurs. En observant le soleil à cette période, ils auraient pu positionner les pyramides avec une précision remarquable. En prenant en compte ces faits étranges, l'alignement parfait, la capacité à concentrer les ondes radio et l'utilisation de matériaux susceptibles de générer de l'énergie électrique, il est légitime de se demander si les pyramides n'étaient pas destinées à remplir des fonctions bien plus complexes que de simples tombeaux. Nikola Tesla partageait cette idée. On raconte que l'inventeur et ingénieur célèbre nourrissait une fascination pour les pyramides égyptiennes et se demandait si elles pouvaient être des transmetteurs d'énergie géants. Selon lui, leur forme et leur position auraient pu les transformer en générateurs colossaux, capables de produire une énergie gratuite et illimitée. Certains chercheurs modernes
soutiennent cette théorie, affirmant que ces monuments pourraient avoir été conçus comme d'immenses centrales électriques. Ils suggèrent que les constructeurs auraient peut-être découvert comment manipuler les ions, ces particules électriquement chargées présentes dans l'atmosphère, grâce à des matériaux comme le cuivre, l'or et l'argent, disposés autour des pyramides. Ainsi, il est tout à fait envisageable que les anciens Égyptiens aient mis au point une source d'énergie durable et renouvelable. Toutefois, malgré l'attrait de cette idée, nous ne sommes pas encore parvenus à la vérifier, laissant la véritable fonction des pyramides parmi les plus grands mystères de l'humanité. Le 30 octobre 1759, les habitants du Moyen-Orient ont été réveillés en sursaut par un tremblement de terre. Des fissures sont apparues sur les murs de leur maison, les toits ont commencé à s'effondrer. Les gens sont sortis en courant de leur maison et se sont rassemblés dans des zones dégagées. Mais à cause des fortes secousses, ils continuaient à perdre pied et à tomber. Un mois plus tard, un autre tremblement de terre s'est produit qui s'est avéré être encore plus fort. Des arbres ont été brisés, des maisons se sont effondrées, des fissures profondes sont apparues dans le sol. La catastrophe a duré 2 minutes. Des oasis, des routes et des villes ont été détruites. Miraculeusement, les anciens bâtiments de Baalbek ont résisté au tremblement de terre. Certains historiens affirment que ce lieu majestueux et mystérieux a été construit sous l'Empire romain. Mais de nombreux chercheurs ne sont pas d'accord. Quelle que soit la vérité, la ville est l'un des principaux mystères archéologiques de l'humanité. Le bâtiment le plus étonnant de Baalbek est le temple de Jupiter. Les habitants de l'Empire romain croyaient que Jupiter détenait le pouvoir sur la foudre et le tonnerre. Le bâtiment ressemblait à une plateforme avec 54 colonnes sur lesquelles reposait un toit massif. Aujourd'hui, on ne peut plus voir que 6 colonnes de 20 mètres de haut. Chacune d'entre elles est composée de 3 sections et ressemble à un crayon. Les mines de ces crayons ont été construites en plomb, ce qui a rendu les colonnes exceptionnellement solides. Chacun de ces morceaux de pierre pesait la somme incroyable de 80 tonnes. C'est le poids de 35 SUV Ford Explorer. Voici le plus grand bloc de la Grande Pyramide de Gizeh. Mais comparé au bloc de Baalbek, il ne semble même pas si impressionnant. Les fondations sous le temple de Jupiter ont été préservées. C'est ainsi que les spécialistes ont découvert qu'il était composé d'environ 25 pierres monolithiques pesant 450 tonnes chacune. Cela signifie que les blocs de Baalbek pèsent presque 4 fois plus que les blocs d'Égypte. Il y a 3 autres énormes blocs de calcaire dans les fondations, pesant chacun 800 tonnes. C'est plus de 2 fois le poids d'un avion Boeing 747. Les anciens bâtisseurs ont dû avoir du mal à sculpter de tels géants dans un morceau de pierre. Et après cela, ils ont aussi dû les tirer jusqu'au site de construction et les soulever à une hauteur importante. Répéter cette logistique serait probablement un cauchemar pour les constructeurs d'aujourd'hui. Pour réaliser une telle quantité de travail, ils auraient besoin d'un équipement moderne. Mais les constructeurs de Baalbek n'avaient pas de camions, de grues avec des scies circulaires ou d'électricité. Comment les bâtisseurs du passé ont-ils réussi à faire cela ? Les scientifiques ont une théorie qui inclut des cordes, des treuils et des systèmes de levier. Naturellement, les ingénieurs du passé ont fabriqué tous ces gadgets en bois. À environ 900 mètres des ruines du complexe du temple se trouve une carrière. Les archéologues supposent que c'est là que les pierres de la construction ont été taillées. Ils y ont trouvé un bloc de calcaire qui semblait être trop grand, même pour cet endroit incroyable. Le monolithe a été baptisé la pierre du Sud. Il mesurait 20 mètres de long sur 4 mètres de large. Les anciens bâtisseurs n'ont pas eu le temps de le séparer complètement de sa roche-mère. Un groupe de scientifiques autrichiens a estimé que ce morceau de calcaire pesait plus de 1000 tonnes, soit l'équivalent de 3 avions Boeing ou 160 éléphants d'Afrique. Une autre surprise attendait les archéologues près de la pierre du Sud. C'était un deuxième monolithe pesant plus de 1200 tonnes. Mais les anciens bâtisseurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à travailler. En 2014, dans la même carrière, des archéologues allemands ont déterré un bloc qui pesait 1650 tonnes. Personne n'a encore compris pourquoi les bâtisseurs du passé avaient eu besoin d'un morceau de pierre qui pesait autant que 125 bus scolaires. On ne sait pas non plus comment ils comptaient déplacer ce colosse et pourquoi ils n'ont pas terminé le travail. Quoi qu'il en soit, ce troisième monolithe est le plus grand morceau de pierre transformé de l'histoire de l'humanité. Il y a à ce jour plus de questions que de réponses. Certains chercheurs pensent que les anciens bâtisseurs avaient des équipements de pointe. D'autres ne le pensent pas, mais sont impatients de comprendre comment les bâtisseurs ont réussi à déplacer ces pierres. Il y a un grand nombre de bâtiments et d'artefacts anciens dans le monde. Beaucoup d'entre eux rendent encore les chercheurs perplexes. Près de la pyramide de Djeser, en Égypte, les archéologues ont découvert un réseau de tunnels. Cet endroit s'appelle le Sérapéum.
il contient 24 sarcophages pesant de 70 à 100 tonnes. Les boîtes géantes ont été sculptées dans un seul morceau de granit et recouverts de lourds couvercles. Les sarcophages sont parfaitement symétriques. Au toucher, leurs parois sont aussi lisses que du verre. Même avec notre niveau actuel de technologie, c'est très difficile à réaliser. Mais les anciens Égyptiens ont réussi cet exploit. La coupe de Lycurgue est un artefact inestimable et un exemple de nanotechnologie ancienne. Elle est faite d'un verre qui peut changer de couleur. Si tu mets une source de lumière devant la coupe, elle devient verte. Si la lumière est derrière la coupe, elle devient rouge foncé. Dans ce cas, la figure du roi grec Lycurgue devient violet pâle. Les scientifiques n'ont compris comment ce changement de couleur fonctionnait qu'à la fin du XXe siècle. Grâce au microscope, ils ont détecté des nanoparticules d'argent, d'or et de cuivre. Elles avaient été ajoutées à la matrice de verre. Grâce à cela, tu peux observer un changement de couleur appelé dichroïsme. Fait intéressant, l'or et l'argent ont été broyés en fine poussière. C'est presque impossible à réaliser par accident. Très probablement, les anciens experts savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. En Bolivie se trouve un curieux endroit appelé Pumapunku. On dirait que d'anciens géants y ont joué avec un énorme jeu de construction. Et après le jeu, ils ont oublié de remettre les pièces dans la boîte. Mais il n'y avait pas plus de géants autrefois qu'aujourd'hui. Ces énormes blocs de pierre ont simplement été sculptés par d'anciens bâtisseurs, il y a plus de 1500 ans. Certaines des pierres pèsent 100 tonnes. Les blocs ont été apportés à une altitude de près de 3900 mètres depuis la carrière située à 95 km du site de construction. Il n'y a pas de forêt dans cette zone, ce qui signifie que les bâtisseurs n'ont pas pu utiliser d'arbres pour fabriquer des rondins de bois. Le monument appartient à la civilisation Inca, or les scientifiques sont sûrs qu'elle n'avait aucun usage pour la roue. En 1992, les habitants d'un village chinois ont décidé de drainer un étang. Leurs ancêtres l'utilisaient pour laver le linge et attraper des poissons depuis des centaines d'années. Ils ont pompé l'eau sans relâche pendant 17 jours. Au fond du réservoir, ils ont fait une découverte inattendue. Les villageois ont vu l'entrée d'une grotte qui descendait à une profondeur de 30 mètres. Cette incroyable découverte a été baptisée les grottes de Longyu. Des bâtisseurs inconnus avaient creusé des galeries de 30 000 mètres carrés. On y trouve des pièces séparées, des ponts, des bassins et des colonnes qui soutiennent le plafond. Les murs de la grotte sont couverts d'étranges lignes et motifs sculptés. Les scientifiques n'ont pas trouvé d'informations sur l'identité de ceux qui ont creusé les grottes, ni sur la raison pour laquelle ils l'ont fait. La technologie de construction reste également un mystère. Antonio Stradivari a vécu en Italie au XVIIIe siècle. Il créait des instruments de musique. Plus de 600 de ses œuvres ont survécu jusqu'à aujourd'hui. 500 d'entre elles sont des violons. L'un de ces instruments a été vendu aux enchères pour 16 millions de dollars. Les violons fabriqués par ce maître ont un son clair et profond. Les chercheurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi les instruments de Stradivarius produisent des sons si uniques. Peut-être est-ce dû au vernis que le maître a utilisé pour recouvrir les violons. La réponse se trouve peut-être aussi dans le bois dont sont faits les instruments. À l'époque, l'Europe avait un climat froid. À cause de cela, le bois est devenu plus dense, et les instruments qui en étaient faits avaient un son particulièrement agréable à l'oreille. Dans la ville indienne de Delhi, il y a un pilier de 7 mètres de haut. Il pèse 6 tonnes et demie et est composé à 98% de fer forgé. Le pilier, vieux de 1600 ans, ne présente aucun signe de rouille ni de dégradation. Les scientifiques pensent que si le monument est si bien conservé, c'est grâce au climat sec et à la composition chimique du métal qui l'a rendu résistante à la corrosion. Et pourtant, les chercheurs ne savent pas comment les forgerons ont réussi à fabriquer un pilier en fer qui ne craigne pas la rouille. Cela semble être un exploit difficile, même pour les métallurgistes modernes. Le rocher Al-Nasla est divisé en deux parties par une fente parfaitement droite. Chaque bloc rocheux repose sur un petit piédestal. Certaines personnes... Tu as enfilé ta jolie parka beige. Tes instruments sont soigneusement emballés. Et ton billet d'avion pour l'Arabie Saoudite est réservé. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Et non, tu n'as pas été choisi pour jouer dans le remake de Dune. Cela signifie simplement que tu es prêt à partir explorer les plus grandes contrées désertiques de notre monde, dans l'espoir de découvrir quelques secrets préhistoriques sur nos ancêtres. Soyons clairs. Si tu pensais que les déserts étaient des espaces vides, détrompe-toi. Ils ont beau être remplis de sable à perte de vue, ils n'en sont pas moins chargés d'histoire. Tu sais, parce qu'avant que les hommes ne se rassemblent dans des villages, nous étions des peuples nomades. Nous arpentions le monde à la recherche de nourriture, d'eau et d'abri. Il nous a donc bien fallu concocter une ou deux inventions intéressantes pour survivre.
comme cette chose trouvée dans le désert d'Arabie Saoudite. As-tu une idée de ce que cela pouvait être? Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont débattu de l'origine et de l'usage d'énormes structures pareilles à celle-ci. Il semble que nos ancêtres néolithiques étaient bien plus intelligents que nous ne le pensions. Ils ne passèrent pas leur temps autour du feu à tailler des armes dans la pierre. Non, ils exerçaient aussi leur talent d'architecte. Ces immenses structures de pierre sont appelées des desert kites, autrement dit, les cerfs-volants du désert. Parce que si tu les regardes de loin, elles ressemblent, à des cerfs-volants. Les archéologues s'accordent à dire que ceux-ci servaient à attirer les animaux. Ainsi, nos ancêtres pouvaient plus facilement s'assurer une abondance de gibier au fil de la semaine. Mais ce n'est pas tout. Regarde plutôt la paroi de cette caverne. Elle nous montre que nos ancêtres ont probablement esquissé sur la roche le plan de ce qu'ils prévoyèrent de construire au sol. Tout comme les architectes d'aujourd'hui. Les desert kites pouvaient s'étendre sur des kilomètres de long. C'est pourquoi il fallait bien en tracer un plan avant de les construire. Le plus surprenant, c'est que ces structures semblent encore plus vieilles que ne l'est Stonehenge. On parle de 7 à 9 000 ans. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont pu identifier plus de 6000 desert kites disséminés du Moyen-Orient jusqu'au cœur de l'Asie. Si tu ne trouves pas cela énorme, essaye de construire quelque chose d'aussi grand, sans l'aide d'aucun drone. Il semble que ce soit un exploit assez difficile à réaliser. Et apparemment, le désert d'Arabie est rempli de choses encore plus étonnantes. Des scientifiques y ont découvert de mystérieuses structures, plus anciennes que les pyramides égyptiennes de Gizeh. Alors bien sûr, tu as hâte d'aller voir ce qu'il en est. Nous sommes tous d'accord pour admettre que charrier de lourdes pierres, dans le but de construire une pyramide, et ce, sans l'aide de la moindre technologie moderne, semble déroutant. Je veux dire, comment diable ont-ils fait? Imagine maintenant que tu reviennes plusieurs milliers d'années en arrière et que tu retrouves les hommes qui ont construit ces gigantesques structures dans les régions les plus désolées. Jette donc un coup d'œil à ces mustatiles. Il s'agit de structures rectangulaires construites à partir de pierres empilées et éparpillées sur une superficie de 200 000 km². Certains archéologues pensent que ces monuments étaient utilisés à des fins rituelles. Des processions, peut-être, où les pèlerins se rendaient d'un bout à l'autre du plateau. Passons maintenant à une autre zone désertique. Nous pénétrons dans le célèbre désert du Sahara. N'est-ce pas magnifique? Ici, tu es sur le point de trouver la réponse à un mystère ancien que les chercheurs ont mis des années à résoudre. Fait notable, le désert du Sahara est le plus grand désert chaud du monde. Il s'étend sur 8 à 9 millions de kilomètres carrés, ce qui représente environ 15 fois la France. On précise que c'est le plus grand désert chaud, parce que la plus grande zone désertique du monde n'est autre que l'Antarctique. Mais nous savons tous que les températures y sont glaciales, ce qui est un peu aux antipodes de l'image que l'on se fait d'un désert. Au fin fond du désert, près de la ville algérienne de Fogaret Ezouat, quelque chose d'étrange a été découvert. Depuis des décennies, ces petits points ne cessèrent d'apparaître sur les images de Google Earth, mais personne ne pouvait expliquer de quoi ils retournaient. Certains scientifiques étaient persuadés que ces cercles étaient le résultat de l'activité pétrolière dans la région. D'autres pensèrent qu'il s'agissait d'anciennes fogaras, autrement dit d'anciens puits. On en compte des dizaines, s'étendant en ligne droite sur des kilomètres et des kilomètres. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elles sont toujours très éloignées de toute ville, de toute route ou de toute activité humaine en général. Quelle était, ou quelle est peut-être encore, leur raison d'être? Si tu devais deviner, qu'en dirais-tu? Tu te souviens que nous avons parlé du fait que nos ancêtres avaient dû faire preuve d'ingéniosité pour survivre en plein désert. Essayons de nous mettre à leur place pendant 1 minute. Imagine que tu sois un chasseur-cueilleur nomade vivant dans une région aride. Tu passes tes journées à te protéger tant bien que mal du soleil brûlant, en essayant de compter tous les grains de sable qui t'entourent. Mais tu as aussi besoin de manger et de boire de l'eau. Mais comment trouver de l'eau dans le désert? Bien sûr, tu peux peut-être espérer tomber sur une oasis toutes les semaines environ. Mais cela semble un pari risqué, n'est-ce pas? C'est pourquoi les habitants d'Afrique du Nord ont inventé ces fameuses fogaras. Les fogaras sont un système d'irrigation vieux d'environ 3000 ans. Les habitants de la région creusaient alors des puits dans les zones élevées, des fosses suffisamment profondes pour puiser dans les eaux souterraines. Ensuite, ils n'avaient plus qu'à creuser des puits en parallèle à des distances régulières. De cette façon, l'eau s'écoulait du puits principal vers tous les puits successifs et irriguait des zones entières. Les voyageurs pouvaient s'arrêter au puits pour se désaltérer. Ils pouvaient également y abreuver leur bétail et produire des cultures. Plutôt astucieux, non?
Toutefois, même si ces trous ressemblent à des fogaras, quelques recherches démontreront que ce n'était pas le cas. En effet, de pareils puits étaient construits en ligne et non en cercle comme ceux que nous voyons à présent. Cela a donc éventuellement un rapport avec la deuxième option? Peut-être ces trous dans le désert sont-ils liés à l'activité pétrolière de la région? Examinons-les de plus près. Sur Google Earth, ils ne semblent pas bien grands, mais dans la réalité, ce sont d'énormes cratères. Le secret de leur nature se cache sous les sables. Si tu étais l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte, tu aurais trouvé quelque chose d'unique enfoui sous le désert. D'anciens bâtons de dynamite et de vieilles boîtes de sardines. En rassemblant les pièces du puzzle, les archéologues se sont rendus compte que CS Conserve était d'un modèle des années 50 et 60. Il semble que des équipes entières de cette décennie y eurent campé pendant qu'elles prospectèrent la zone en quête de pétrole. Et la dynamite? Elle était employée pour la prospection sismique, une technique ancienne, utilisée pour déterminer s'il y a du pétrole ou du gaz sous la surface de la Terre. Toujours en Afrique du Nord, existe un autre mystère du désert qui mérite que l'on se penche dessus. Près de la ville de Tiaret, au sud-ouest d'Alger, se trouvent 13 curieux monuments. Ces structures sont appelées Djedar. Et oui, difficile de s'empêcher d'y voir une référence à Star Wars. Elles ont une forme pyramidale et, d'après ce que les chercheurs en savent, elles servaient d'ultime demeure aux souverains de la région. Peux-tu deviner de quel peuple il s'agit? Ce sont vraisemblablement les Berbères. Et puisque nous parlons de choses anciennes, ces Djedar ont probablement été construits entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Lorsque les archéologues ont entrepris d'explorer l'intérieur de ces monuments, ils se sont rendus compte de leur immensité. Ils y ont découvert de grandes voûtes souterraines, des alcôves et des... Il y a un navire qui dérive quelque part dans l'océan sans équipage. La dernière fois que quelqu'un l'a vu, c'était il y a plus de 50 ans. Son histoire rappelle celle du Hollandais volant, un navire condamné à naviguer éternellement et à apporter le désastre à quiconque le voit en mer. Du moins, selon la légende. Contrairement au Hollandais volant, le SS Beijimo était définitivement réel et construit pour une entreprise allemande à Hambourg et a commencé comme un navire de fret ordinaire. Il échangeait des fournitures entre Hambourg et la Suède dans la mer Baltique à partir de 1914. Il possédait un moteur à vapeur puissant et une coque en acier. Quelques années plus tard, il devint propriété britannique. Puis, dans les années 20, une entreprise canadienne l'a acheté pour environ 18 000 $, une somme énorme à l'époque. Le nouveau propriétaire, la compagnie de la baie d'Hudson, utilisait activement le navire pendant plusieurs années. Il l'envoyait souvent en voyage depuis son port d'attache en Écosse vers la Sibérie, l'Alaska, le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Il traversait également le canal de Panama et même le canal de Suez, avec à bord des pots de fourrure destinés à la vente. Parfois, il transportait également des passagers. Il avait réalisé 9 voyages réussis avant que cette série de chances ne prenne fin. À partir des années 30, le SS Beijimo rencontrerait des problèmes de glace et de tempête. Lorsqu'il s'est retrouvé pris dans la glace pour la première fois en octobre 1931, une partie de l'équipage a réussi à s'échapper vers l'Alaska. 15 des 22 marins ont décidé de rester avec leur navire et d'essayer de le sauver. Ils avaient à bord des fourrures et autres cargaisons précieuses, d'une valeur d'environ 58 000 $. La compagnie leur a envoyé des fournitures pour survivre à l'hiver. Ils ont établi un camp près du navire à l'aide de trappes, de bâches et d'autres matériaux, et ont déchargé la cargaison. Fin novembre, un blizzard a balayé la région, et il semblait qu'il avait emporté le navire avec lui. La plateforme de glace avait survécu, mais le navire s'était détaché. Certains membres de l'équipage étaient sûrs qu'il avait coulé. Mais peu après, ils ont reçu des nouvelles d'un local qui avait repéré leur navire à environ 72 km de leur camp. L'équipage a continué sa vie, et le navire a commencé son périple en tant que bateau fugitif. Les gens apercevaient le SS Beijimo environ une fois par an, et ce jusqu'en 1969. Il était principalement repéré au large des côtes de l'Alaska. Un homme se rendant à Nome avec son traîneau à chien, des prospecteurs, des explorateurs et des chasseurs de trésors prétendaient tous avoir vu le SS Beijimo. Quelqu'un a tenté de monter à bord et de l'emmener au port, mais s'est retrouvé bloqué dessus pendant des jours en raison d'un temps épouvantable. D'autres ont eu plus de chance et ont réussi à prendre un canot de sauvetage, certains meubles et d'autres objets de valeur du navire. Ceux qui se sont approchés du navire ont vu qu'il était endommagé et qu'il manquait l'hélice. Pourtant, il est resté à flot sans équipage pendant au moins 38 ans.
et est devenu le navire fantôme le plus longtemps en mer de l'histoire. En 2006, les autorités de l'Alaska ont lancé un projet pour résoudre le mystère de ce navire fantôme de l'Arctique et enfin trouver le SS Baichimo, que ce soit encore à la surface ou sous l'eau. Jusqu'à présent, le projet n'a pas réussi. Le SS Baichimo reste l'un des 4000 navires estimés à avoir disparu au large des côtes de l'Alaska. Si la légende du XVIIe siècle ne ment pas, ce navire fantôme pourrait naviguer quelque part le long du Flying Dutchman. Il appartenait à la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Son capitaine a réussi l'impossible pour l'époque et a navigué de la Hollande à l'Indonésie en seulement 3 mois. On disait qu'il volait sur la mer et certaines mauvaises langues expliquaient qu'il avait fait un pacte avec les forces du mal pour y parvenir. Une fois que le navire était en route pour rentrer chez lui, son capitaine et son équipage ont disparu sans laisser de traces. Il existe de nombreuses versions de ce qui lui est arrivé. L'une des premières dit qu'il avait essayé d'entrer dans le port au cap de Bonne-Espérance, a été pris dans une terrible tempête et a coulé, car il n'y avait pas de capitaine pour le sauver. Une autre légende raconte que le capitaine avait refusé d'obéir aux cieux pour laisser le navire couler pendant la tempête. Une forme de lumière effrayante a alors frappé le bateau et l'équipage, et il a été ensuite condamné à errer éternellement sans repos. De nombreux marins prétendaient avoir aperçu le Hollandais volant. Le duc d'York, qui devait devenir roi d'Angleterre, mentionna l'avoir vu dans les eaux australiennes. Juste après avoir repéré le navire, l'homme qui l'avait vu en premier tomba du haut du mât et ne survécut pas. Il y eut d'autres rencontres avec ce navire légendaire jusqu'au milieu du XXe siècle. Les navires faisaient presque collision avec lui alors que le Hollandais volant surgissait de nulle part. Les scientifiques ont une explication plus logique pour ce mystère. La Fata Morgana. À ne pas confondre avec Hakuna Matata. Lorsque vous êtes en mer par une chaude journée et que l'air semble onduler, cela ressemble à ce que l'on voit sur la route lors d'une journée d'été brûlante. Cela est dû à ce que l'on appelle la réfraction atmosphérique. Lorsque la lumière traverse différentes couches d'air ayant différentes températures et densités, elle se courbe et se tord. Parfois, sous certaines conditions, cette courbure de la lumière peut créer des illusions optiques vraiment étranges au-dessus de l'océan, comme des apparitions du Hollandais volant. Le phénomène de Fata Morgana peut faire apparaître des objets distants de manière déformée, étirée, ou même soulevée au-dessus de l'horizon. Ainsi, vous pouvez voir un navire au loin, mais en raison de la manière dont la lumière se courbe, il semblera qu'il flotte au-dessus de l'eau ou même qu'il disparaisse et réapparaisse. Une Fata Morgana est le plus souvent observée dans les régions polaires, particulièrement au-dessus de grandes étendues de glace qui présentent une température uniformément basse. Cependant, vous pouvez la voir n'importe où, même dans les déserts et au-dessus des lacs lors des journées chaudes. Les premières histoires concernant les navires fantômes remontent à la mythologie grecque et romaine ancienne. L'un des navires fantômes les plus célèbres de l'histoire est le Mary Celeste. Cette brigantine voyageait de New York à Gênes et était entièrement chargée de provisions, mais elle était dépourvue d'équipage lorsqu'elle a été découverte dans l'océan Atlantique en 1872. Les effets personnels de l'équipage étaient également présents, parfaitement intacts. La dernière inscription dans son journal de bord avait été faite 10 jours plus tôt. Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à son équipage, et le navire a inspiré de nombreuses histoires effrayantes et légendes. Le Lady Lovibond était une autre goélette légendaire qui est censée avoir fait naufrage au large des côtes du Kent au milieu du XVIIIe siècle. L'histoire raconte que le capitaine du navire, Simon Reed, venait de se marier et avait emmené sa jeune épouse à bord pour une croisière de célébration, malgré la superstition selon laquelle cela pourrait porter malheur. Ils étaient en route pour le Portugal lorsque le second, qui était également amoureux de la nouvelle épouse du capitaine, rendu fou par la jalousie, attaqua un autre membre de l'équipage, puis prit le contrôle du gouvernail et dirigea directement le navire vers les redoutables bancs de Goodwin. Personne à bord n'a survécu, et on dit que la goélette réapparaît comme un navire fantôme tous les 50 ans. À l'époque actuelle, de nombreux navires sont abandonnés et deviennent intentionnellement des vaisseaux fantômes. Il y en a des milliers qui flottent dans les rivières, lacs, canaux et eaux côtières des États-Unis. Certaines personnes perdent leur bateau lors de tempêtes et autres conditions météorologiques extrêmes. D'autres doivent abandonner leur bateau car leur entretien peut coûter jusqu'à 10% du prix du bateau. De plus, l'amarrage d'un navire peut coûter plusieurs milliers de dollars chaque année. De nombreux bateaux sont fabriqués en fibre de verre, donc leur propriétaire ne peut pas simplement les recycler comme des métaux usagés. Alors,
Quand ils veulent de s'en débarrasser, ils ont souvent tendance à les attacher à un quai et à s'enfuir discrètement, à les laisser flotter loin du rivage, ou à essayer de les couler. Lorsque ces navires fantômes coulent dans des eaux peu profondes, ils peuvent endommager les récifs coralliens, les mangroves, les marais, les habitats ostréiques. Lorsqu'on se figure une scène épique dans le désert, avec son soleil écrasant, ses dunes infinies et ses oasis presque surnaturelles, il est naturel d'imaginer le mythique Sahara, n'est-ce pas? Pourtant, que diriez-vous si l'on vous apprenait qu'il y a 11 000 ans, cette vaste mer de sable brûlant avait une apparence radicalement différente? Bien sûr, personne n'était là pour en témoigner, mais on raconte qu'à cette époque, ce que nous appelons aujourd'hui un désert était un véritable Éden, parsemé de lacs, de rivières, de prairies verdoyantes et même de forêts. Alors, où donc est passée toute cette eau? Il existe de nombreux récits sur ces temps anciens où les déserts étaient recouverts de jungles et de forêts luxuriantes, jusqu'à ce qu'un bouleversement, qu'il s'agisse de changements climatiques ou de séismes titanesques, transforme ces terres fertiles en dunes arides. Mais que penseriez-vous d'une hypothèse selon laquelle le Sahara aurait été transformé en désert par les activités humaines et des chèvres? Au fil des millénaires, le Sahara a connu des alternances marquées entre périodes humides et sèches, principalement en raison de légères variations dans l'inclinaison orbitale de la Terre, influençant la quantité de rayonnement solaire reçu par l'atmosphère. Il y eut même des phases appelées périodes humides africaines, où des pluies abondantes métamorphosaient ce paysage aride en un écrin de verdure éclatante. Cependant, entre 8 et 4500 ans avant notre ère, un phénomène inhabituel a bouleversé la région. Certaines zones sont passées d'un climat humide à un climat aride bien trop rapidement pour que cela puisse s'expliquer uniquement par des variations orbitales. En un laps de temps relativement bref, le Sahara verdoyant a laissé place au désert que nous connaissons aujourd'hui. Si vous interrogez les scientifiques sur la raison de ce changement, ils évoqueront sans doute une mauvaise paramétrisation des données. Ce jargon pourrait sembler nébuleux, alors permettez-nous de traduire. Cela signifie qu'eux-mêmes n'en sont pas sûrs et qu'il leur manque encore plusieurs pièces du puzzle. En analysant d'anciens échantillons de sol et de pollen, les chercheurs ont cependant relevé une tendance intrigante. Là où des pasteurs, des humains accompagnés de leurs bêtes domestiques, avaient dû séjourner, la végétation semblait se modifier. À croire que chaque fois que ces hommes et leurs troupeaux traversaient des étendues verdoyantes, ils ne laissaient derrière eux que broussailles et paysages désertiques. Quelle ironie! Il semble en effet que le surpâturage pratiqué par ces populations ait contribué à assécher l'atmosphère, car les plantes, en libérant de l'humidité, participent à la formation des nuages. Cette déforestation aurait intensifié l'ensoleillement, précipitant ainsi la fin des périodes humides. Par ailleurs, il est probable que nos ancêtres aient fait un usage excessif du brûlis pour accroître leurs terres, accélérant davantage l'avancée du désert. Quoi qu'il en soit, les scientifiques s'accordent à dire que ce Sahara luxuriant serait redevenu un désert, même en l'absence d'intervention humaine, un phénomène attribué au cycle naturel de la Terre. Inutile donc de faire reposer l'entière responsabilité de cette transition brutale sur l'homme. Ce changement pourrait simplement refléter les interactions entre la végétation et les cycles de poussière. Il reste difficile de déterminer les causes de ces changements, tant les facteurs sont interconnectés. Lors de la dernière période humide, le Sahara abritait des chasseurs-cueilleurs. Avec son assèchement progressif, ces populations se sont tournées vers l'élevage pour subvenir à leurs besoins, mais il est tout aussi envisageable que le surpâturage ait contribué à accélérer la dégradation des paysages. Alors, quelle est la véritable origine de ce phénomène? L'œuf ou la poule? Dans ce cas précis, l'humain ou la vache? Les preuves disponibles aujourd'hui ne permettent pas encore de trancher. De nos jours, on peut affirmer que l'eau ne constitue plus un problème insurmontable dans le Sahara, malgré son immensité désertique et le fait que l'air des forêts verdoyantes soit révolu. La technologie offre des solutions inédites, comme le bassin de Nubie, le plus vaste réservoir d'eau souterraine au monde. Ce trésor hydraulique, situé sous la bordure orientale du désert, s'étend sur 4 pays du nord-est de l'Afrique, le Soudan, le Tchad, la Libye et l'Égypte. Il couvre environ 2 millions de kilomètres carrés et contient près de 150 000 kilomètres cubes d'eau souterraine. Il suffit de voir les infrastructures déployées lors de sa mise en œuvre. C'est le plus grand projet d'irrigation de la planète, rendant possible une vie prospère au cœur du Sahara. Mais imaginez vivre dans le Sahara avec une unique source d'eau. Cela paraît inconcevable, n'est-ce pas?
Pourtant, les anciens Garamantes y sont parvenus, non seulement en survivant, mais en prospérant pendant près d'un millénaire, malgré l'absence de moussons ou de rivières alimentant leurs refuges désertiques. Ces ingénieux pionniers ont été les précurseurs de la vie urbaine au cœur des sables, au point d'attirer l'attention des Romains, qui ne pouvaient qu'admirer leur génie. Tandis que beaucoup les considéraient comme de simples nomades, les Garamantes bâtissaient un véritable empire sous l'un des climats les plus hostiles de la planète. Mais quel était leur secret ? Ils ont fait preuve d'une remarquable ingéniosité en creusant un vaste réseau souterrain pour exploiter un aquifère de grès gigantesque. Ils extrayaient littéralement chaque goutte d'eau de la profondeur des dunes. Mais des études récentes révèlent que, bien qu'ils fussent laborieux et ingénieux, les Garamantes ont également bénéficié d'une bonne dose de chance. Les Garamantes disposèrent d'un aquifère souterrain qui acheminait l'eau jusqu'à une colline où ils mirent en place plus de 500 foggiaras, des systèmes d'irrigation remarquables, certains s'étendant sur plus de 4 km. Ces dispositifs fonctionnaient comme une paille, permettant l'irrigation de leur culture pendant près d'un siècle, d'autant que de faibles précipitations suffisaient à recharger le système. Cependant, le manque de pluie finit par épuiser cet aquifère. Pour en exploiter à nouveau les ressources, il aurait fallu creuser davantage de tunnels et mobiliser un plus grand nombre d'ouvriers. Une tâche complexe dans un contexte marqué par des pénuries alimentaires et hydriques. Vous devinez sans doute ce qu'il advint des Garamantes dans de telles conditions. La disparition de la culture Garamante semble liée à plusieurs facteurs. Les changements climatiques ont probablement joué un rôle, mais il est également plausible qu'ils aient surexploité leurs réserves d'eau. À l'époque, le Sahara était une région fertile, grâce notamment aux ingénieux systèmes d'irrigation mis en place. Cependant, l'eau fossile étant une ressource non renouvelable, les nappes phréatiques s'asséchèrent progressivement, précipitant vraisemblablement le déclin de ce royaume dès la fin du 7e siècle. Ce déclin évoque l'histoire de quelqu'un qui remporte un énorme pactole, dilapide ses richesses et se retrouve à retourner à un quotidien bien moins enviable une fois ses économies épuisées. D'ailleurs, même si les Garamantes avaient laissé derrière eux quelques témoignages de leur sagesse, il est fort probable que nous ne parvenions jamais à en percer le sens. Nous ignorons la langue qu'ils utilisaient, et leurs textes demeurent à ce jour presque entièrement indéchiffrables. Revenons au Sahara vert. Ce désert s'est formé il y a environ 4500 ans, mais nous avons aujourd'hui un aperçu fascinant de la vie à cette époque grâce à des parcs naturels en Afrique. Ces lieux abritent une extraordinaire galerie d'art à ciel ouvert, avec plus de 15 000 peintures et gravures anciennes illustrant le quotidien des habitants d'il y a quelques 11 000 ans. Enfin, si les gravures ne suffisent pas et que vous souhaitez découvrir un véritable désert transformé en jardin fleuri, un voyage en Californie s'impose. Vous pourrez y observer l'un des plus beaux phénomènes naturels, la superfloraison. Imaginez une explosion de couleurs, orange, vert, rose, dans un désert aride après plusieurs années de pluie dans des zones habituellement sèches. Ce spectacle éblouissant, visible depuis l'espace, fait du désert un tableau vivant d'une rare beauté. Ce phénomène rare se manifeste également dans d'autres zones arides et déserts, notamment en Afrique de l'Ouest et australe, en Australie occidentale et au Chili. Ces régions, où les étés sont torrides et secs, bénéficient en hiver d'un air doux et humide, offrant un cadre parfait pour une floraison spectaculaire. Les graines de fleurs enfouies dans les sables du désert peuvent patienter pendant des décennies avant de germer. Lorsque le soleil brûlant élimine toutes les herbes et que des précipitations suffisantes viennent humidifier le sol, c'est comme si les graines décidaient que leur heure est venue. À ce moment-là, des centaines de milliers de touristes affluent pour immortaliser ces paysages et partager leurs clichés enchanteurs sur les réseaux sociaux. Hélas, cet afflux représente une menace sérieuse pour ces fleurs fragiles. Si vous visitez de tels sites, veillez à ne pas... En 1850, l'égyptologue français Auguste Mariette se rendit sur la terre des pharaons en quête de manuscrits, mais tomba par hasard sur une tête de sphinx qui émergeait des dunes. Après avoir dégagé le sable, il comprit que ce sphinx marquait l'entrée d'une structure souterraine. Quelques mois plus tard, il pénétra finalement dans le Sérapéum de Saqqara. À l'intérieur, il découvrit un gigantesque sarcophage en granit contenant les restes de 64 taureaux. Les scientifiques restent émerveillés par la technologie qu'utilisèrent les anciens Égyptiens pour déplacer ces immenses blocs. Le Sérapéum, construit vers 3000 ans avant notre ère, était une sépulture souterraine dédiée au taureau sacré Apis, vénéré dans l'Égypte ancienne. Il comportait un long corridor de près de 150 mètres, bordé de vastes salles de pierre. Certains sarcophages, pesant jusqu'à 100 tonnes, soit l'équivalent de 50 voitures moyennes,
était réalisé avec une précision remarquable, présentant des angles parfaits de 90 degrés. Ornées de hiéroglyphes et de gravures, ces pièces détaillaient les récits et l'importance accordée au taureau Apis. Aujourd'hui, seuls 24 sarcophages subsistent. Dans l'Égypte antique, les taureaux Apis occupèrent une place prépondérante en raison de leur lien avec le dieu Ptah. Ils étaient perçus comme porteurs de son esprit et de sa sagesse, tout en soutenant le pharaon et son peuple. Les prêtres identifiaient ces taureaux sacrés en recherchant des signes distinctifs. Un triangle blanc sur le front, symbole de lumière divine, une marque dorsale évoquant l'aile d'un vautour, et une forme de scarabée sous la langue, associée à la réincarnation. Lorsqu'un taureau portait ces marques, il était considéré comme élu par Ptah et traité avec vénération. Ces animaux vivèrent dans un temple dédié à Memphis, ville où l'on honorait Ptah, et bénéficièrent des soins les plus attentifs, ainsi que d'offrandes de visiteurs désireux de recevoir leur bénédiction. À leur mort, les taureaux Apis étaient momifiés et honorés avec la plus grande solennité. Lorsque Mariette pénétra dans le Sérapéum, il observa des traces de rouleaux sur le sol des galeries et découvrit 2 treuils horizontaux en bois, chacun muni de 8 leviers. Par la suite, d'autres explorateurs signalèrent la présence de doubles rails. Les chambres funéraires étaient situées à un niveau inférieur au sol du couloir. Pour positionner les sarcophages, les ouvriers remplissaient ces chambres de sable, permettant ainsi un déplacement en ligne droite. Ensuite, le sable était progressivement retiré, abaissant doucement les sarcophages dans des emplacements parfaitement taillés dans la roche. Une inscription en pierre trouvée dans le Sérapéum mentionnait qu'à l'époque de Ptolémée II, en 247 avant notre ère, il fallait 28 jours pour placer un seul sarcophage avec son couvercle. L'incroyable précision des sarcophages, notamment leurs angles de 90 degrés, s'explique également par les avancées géométriques des anciens Égyptiens. Dès 1850 avant notre ère, ils rédigeaient des traités de géométrie, démontrant qu'ils connaissaient une valeur approximative de pi et savaient recalculer le volume d'une pyramide tronquée. Ces compétences avancées en mathématiques expliquaient leur capacité, 5 siècles plus tard, à sculpter des surfaces parfaitement planes. Bien que tout cela puisse sembler logique, certains pointent des incohérences. La taille des sarcophages dépasse largement celle des taureaux, alors que les pharaons étaient inhumés dans de petits cercueils, à peine adaptés à leur corps. De plus, ces sarcophages, réalisés en granit avec une précision remarquable, auraient pu être fabriqués en calcaire, un matériau bien plus facile à travailler. Le transport de ces immenses sarcophages semble réalisable en théorie, mais reste complexe. Si une personne pouvait tirer environ 200 kilos, il aurait fallu au moins 250 personnes pour déplacer un seul sarcophage. Or, les tunnels du Sérapéum sont extrêmement étroits, excédant d'à peine 60 cm la largeur des sarcophages eux-mêmes. Il aurait été impossible que des centaines de personnes se serrent dans ces espaces confinés pour tirer les sarcophages. Et quand bien même, comment auraient-elles pu faire pivoter les blocs dans ces étroits couloirs, les abaisser dans leurs niches et les positionner parfaitement au centre? Pourtant, cela a été réalisé pas moins de 24 fois, chaque sarcophage étant impeccablement centré. De surcroît, les chambres étaient recouvertes de poussière, sans aucune trace de suie provenant des lampes, ce qui impliquerait de travailler dans une obscurité quasi totale. La fonction véritable de ces sarcophages pourrait toutefois avoir été différente. Bien avant l'ère des pharaons, les populations locales connaissaient déjà le processus de fermentation. Ce phénomène survient lorsque des micro-organismes, comme les levures, consomment des substances comme l'amidon, produisant ainsi du gaz carbonique et de l'éthanol. Il est donc possible qu'en Égypte ancienne, des aliments tels que l'orge, le pain ou même la viande aient été placés dans ces immenses coffres de pierre, puis scellés hermétiquement à l'aide de lourds couvercles. Ces sarcophages en granit, d'une précision remarquable, étaient pratiquement hermétiques, empêchant toute fuite. Lorsque la levure commençait à agir, elle générait progressivement du gaz carbonique, augmentant la pression interne. Les sarcophages, dotés d'une robustesse exceptionnelle, pouvaient supporter des pressions bien supérieures à celles des pneus de voiture. Sous l'effet de cette compression, les cristaux du granit produisaient une très faible charge électrique. Ce phénomène était possible grâce à la présence de quartz dans le granit, un matériau réactif à la pression. Par ailleurs, l'ajout de viande ou de parties animales aurait pu favoriser le développement des levures. La viande contient en effet de l'acide oléique, un élément nécessaire pour que les levures continuent de croître et résistent aux effets toxiques de l'éthanol qu'elles produisent. Ainsi,
avec l'accumulation de gaz et la production d'électricité, ces sarcophages n'auraient pas uniquement servi d'anciens garde-manger, mais auraient pu être de véritables systèmes énergétiques. Au fil du temps, la pression interne devenait si élevée qu'elle pouvait repousser le couvercle, libérant le gaz avec un bruit sec. Toutefois, lorsque le Sérapéum fut redécouvert en 1850, d'anciennes peintures montrèrent que des pierres étaient empilées sur certains couvercles. Cela suggère que, dans l'Antiquité, des efforts furent entrepris pour alourdir ces couvercles afin de limiter les pertes dues à la pression interne. Ce poids additionnel permettait également aux cristaux de quartz du granit de continuer à générer davantage d'électricité sous l'effet de la pression. Si quelqu'un ouvrait l'un de ces sarcophages de pierre plusieurs millénaires plus tard, il ne découvrirait à l'intérieur que les ossements des taureaux déposés à l'origine. C'est précisément ce que Mariette a mis au jour dans les années 1850. Peu après les premières fouilles effectuées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le Sérapéum fut ouvert aux visiteurs. Le prince de Galles, futur Édouard VII, aurait même déjeuné avec ses invités dans l'une de ces tombes. Bien que le site ait été rendu inaccessible pendant un certain temps à cause des sables et des séismes, il est aujourd'hui de nouveau possible de le visiter afin d'en percer le mystère. Grâce aux technologies modernes, nous pourrions bientôt résoudre de nombreuses autres énigmes historiques. Une équipe de scientifiques du musée Field d'Histoire naturelle de Chicago a récemment utilisé un scanner spécifique pour analyser des momies égyptiennes sans les déballer. Les chercheurs ont soigneusement transporté 26 momies sur des chariots adaptés jusqu'au parking où se trouvait le scanner. Celui-ci a pris des milliers de clichés radiographiques détaillés de chaque momie et de leur cercueil. En regroupant toutes ces images, ils ont pu créer des modèles 3D révélant l'intérieur des momies, y compris les squelettes et certains artefacts. Ces images devraient permettre aux archéologues de mieux comprendre les pratiques funéraires égyptiennes, remontant à plus de 3000 ans. Bien que la phase de numérisation ait été réalisée en seulement 4 jours, l'analyse complète des données pourrait prendre jusqu'à 3 ans. Les chercheurs ont néanmoins déjà pu découvrir quelques détails personnels sur certaines momies. L'une des figures momifiées les plus célèbres du musée est Shennet Aa, une aristocrate ayant vécu dans l'Égypte ancienne il y a environ 3000 ans. Elle serait décédée à la fin de sa trentaine ou au début de sa quarantaine. Les embaumeurs avaient inséré du rembourrage dans son cou pour éviter qu'il ne s'affaisse, garantissant ainsi que son corps demeure intact à travers les âges. Ils avaient également placé des yeux artificiels dans ses orbites afin qu'elle conserve une apparence complète dans l'au-delà. Elle avait